Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Votre émission Les Affaires de la Cité a choisi de terminer l'année 2017 en bonne santé. 4 médecins de renom portent le toast pour boire donc à notre santé, à nous tous. 2018 s'annonce avec un budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui s'élève à un peu plus de 169 milliards de francs CFA contre un peu plus de 163 milliards en 2017. Ce montant alloué à la santé représente près de 5% du budget total de l'État sénégalais, arrêté à 3 709 milliards de nos francs. Le Sénégal est cependant loin de la norme fixée par l'OMS qui recommande aux États d'allouer au moins 15% de leur budget national à la santé. Le 39e numéro de l'AC a l'honneur de recevoir la gynécologue obstétricienne Rokhaya Thiam. Honneur aux dames, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Le cancérologue Mamadou Diop, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Le parasitologue mycologue Daouda Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Et enfin, le cardiologue Abdoul Kane, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Une émission en présence d'un public qui aura l'occasion de prendre également la parole. Ports et traits croisés de nos 4 invités. Djanaba Seydouba. Quatre noms différents, mais un combat commun. Une bonne prise en charge médicale pour les malades. Galanterie oblige, commençons par Rokhaya Thiam, la gynécologue obstétricienne. Une dame d'une gentillesse démesurée et d'une rigueur inégalable. Cette spécialiste du traitement de l'infertilité a une manière bien particulière d'accueillir ses patientes. Elle ôte sa blouse. Moi, je dirais qu'elle est très professionnelle, compétente et une forte personnalité. Ça, c'est 3 qualités qu'il faut dans l'exercice de nos fonctions. Elle n'a même pas besoin de faire de la publicité. Ça va de bouche à oreille. Et puis, je pense que même maintenant, elle voudrait même ne pas continuer, mais elle ne peut pas. Parce que les gens comptent sur elle. Pour une malade, docteur Badeva, avec les malades, c'est comme ça. Et même avec le personnel aussi. Quand il s'agit de travailler, il faut travailler. Après le travail maintenant, on peut se taper sur le ventre. Mais le travail, c'est le travail. La rigueur, c'est ce qui manque en général aux gens. Et elle est rigoureuse. Elle ne panique pas. Ça, c'est important. Parce que si vous paniquez, la malade vous regarde voir que vous êtes paniqué, mais ça ne va pas. Il ne panique pas, il fait tout dans le calme. Alors ça, déjà, c'est un atout. Et elle réussit toujours parce qu'elle a beaucoup d'expérience, ça compte aussi. C'est une ancienne... elle est ancienne interne des hôpitaux de Paris. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Professeur Mamadou Diop, lui, est maintenant reconnu comme Monsieur Cancer, mais rien de bien négatif. Son image est collée à cette maladie qu'il combat farouchement depuis des années. Le chef de service de l'Institut de cancérologie de l'hôpital Aristide Le Dantec a, avec les moyens du bord, réussi, tant bien que mal, à faire connaître cette maladie tueuse. Un homme qui est engagé, vraiment vous l'avez dit, c'est le mot qui est vraiment engagé dans la lutte contre le cancer. Et actuellement, il est en train de mener beaucoup de combats pour la lutte contre le cancer. C'est d'abord de mettre en place le registre des tumeurs. Il s'est vraiment battu pour que le registre des tumeurs qu'on puisse avoir au Sénégal un registre des tumeurs. Parce que c'est le registre des tumeurs qui peut permettre aux décideurs de pouvoir prendre vraiment les bonnes décisions qu'il faut. Parce que sans connaître le taux d'incidence du cancer, la mortalité des cancers, la morbidité des cancers, on ne peut pas prendre les meilleures décisions. On ne peut pas connaître l'ampleur de la maladie pour pouvoir prendre les meilleures décisions. L'autre combat qu'il est en train de mener, c'est pour avoir un institut de cancer. On aura une prise en charge globale des malades. Parce qu'ici, on est dans des conditions très, très difficiles de prise en charge des malades. Les malades sont accueillis dans des conditions vraiment difficiles. Ben, ce serait bien qu'on ait un institut de cancer, c'est sa vision, d'avoir un institut moderne de prise en charge, aussi bien diagnostique et thérapeutique, que ce soit chirurgical, médical, psychologique, et tout ce qui tourne autour de la prise en charge multidisciplinaire du cancer.
Il a énormément d'autres combats pour la prise en charge, les malades, les soins palliatifs pour les malades, l'enseignement, parce qu'on est des universitaires, donc il a eu à envoyer des gens à l'étranger pour faire l'apprentissage ou bien l'enseignement de la cancérologie, que ce soit la cancéromédicale ou la radiothérapie, parce qu'on manque de ressources humaines dans le pays. Et même si on nous donnait une dizaine d'appareils actuellement, on n'aura pas assez de médecins pour les prendre en charge ou pour s'occuper des malades. Changeons de service. Ici, nous sommes au service de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire Aristide Le Dantec. Le professeur Daouda Ndiaye, ce djambar du paludisme, a des antécédents avec cette maladie. À 12 ans, il a été victime du paludisme qui l'a plongé dans un coma profond, ce qui explique, entre autres, son engagement pour l'éradication du paludisme. Ces dernières années, surtout ces 2 dernières années, quand même, il a fait l'actualité avec la récente mise au point d'une technique franchement très intéressante dans la lutte contre le paludisme. Donc c'est Illumigène malaria. Donc c'est une méthode, une technique moléculaire qui permet franchement de détecter des parasitémies très faibles. Donc c'est une technique innovante qui sans nul doute va accompagner le Sénégal d'ici 2030 dans l'élimination du paludisme. Cette mise au point lui a valu franchement des distinctions. Récemment, c'est en 2017 même que la Société française de biologie médicale lui a attribué une distinction lors du congrès de biologie médicale qui s'est tenu à Paris. Le professeur Daouda Ndiaye, franchement, était maître au commerce facile. Donc ici au laboratoire, quand vous le voyez avec le personnel, il parle avec tout le monde. Et quand vous ne pouvez même pas faire la distinction entre un stagiaire qui vient de faire un mois au service et nous qui avons duré dans le service. Donc c'est quelqu'un qui, humainement parlant, a de bonnes relations avec son personnel et c'est un bon leader, franchement, qui pousse son personnel à aller de l'avant. Le combat, c'est comme il a l'habitude de le dire, c'est de participer ou bien d'éradiquer le paludisme au Sénégal. Donc depuis 20 ans, il est dans ce domaine de lutte contre le paludisme. Le héros de la cardiologie, c'est le professeur Abdoul Khan. Les patients lui vouent un respect incommensurable. C'est juste parce que le professeur Abdoul Khan apaise les esprits, mais surtout les cœurs malades. Il est d'une humanité extraordinaire. Et il me fait penser aux anciens médecins africains qui, avec des moyens, de très peu de moyens, travaillaient en bourse. Il fait penser à des gens comme Dantouma Diarra, qui un jour, à Tambacounda, opérant une femme, n'ayant pas de 4 gouttes, a demandé à sa femme de lui amener une bobine. En tout cas, ce que j'ai dit, je souhaite que Dieu lui accorde une longue vie, une bonne santé, et qu'il puisse encore continuer à s'occuper de ces malades comme il le fait. Docteur Rokhaya Thiamba, professeur Abdoul Khan, professeur Mamadou Diop, professeur Daouda Ndiaye, de grands hommes, un dénominateur commun, un engagement médical au service des populations. Trois grands hommes, une grande dame, mais engagement, c'est ce que vous partagez tous. Vous cultivez également la zen attitude. La parole d'abord à professeur Abdoul Khan. Professeur Abdoul Khan, qui peut être médecin? La question peut être banale, mais je vous la pose quand même. Merci beaucoup. Merci d'abord de me convier à ce plateau où je retrouve une sœur et des amis. Sœurs et amis aussi au niveau de l'auditoire. Je n'ai que des amis, je crois, sur ce plateau aujourd'hui et j'en suis très fier et heureux. Qui peut être médecin? Je pense que quelqu'un qui pense à l'autre, je crois que c'est une notion fondamentale. Au-delà des aptitudes techniques, on a d'abord besoin d'avoir quelqu'un qui a de l'humanité en soi. Ceci me paraît être essentiel. Sinon, on peut être un bon technicien qui répare des organes, mais je pense qu'on ne peut pas dissocier le métier de médecin à l'humanité qui doit aller avec. Autrement dit, on peut prendre un étudiant, même s'il était moyen,
dans la mesure où il a envie de servir l'autre, il a, au bout de 7 ou 8 ans, largement la possibilité d'acquérir certaines capacités techniques. Et s'il a l'humanité en lui, il fera certainement un excellent médecin. Daouda Ndiaye, le sacrifice de soi pour l'autre, au bénéfice de l'autre. Merci Mamadou. Comme le disait tout à l'heure mon aîné et grand frère, professeur Kane, c'est l'occasion pour moi également de vous remercier de m'avoir convié à cette émission, donc où je retrouve des amis, des aînés, aussi bien au niveau de ce plateau qu'au niveau du public. Je pense que le professeur Kane l'a déjà dit, pour moi, un spécialiste de la santé, un médecin est quelqu'un d'abord qui est prêt à partager son savoir au bénéfice de la population. Quelqu'un qui est prêt à écouter l'autre pour partager avec lui ses souffrances et d'aider à retrouver la santé. Pour moi, d'abord, ça, c'est le rôle d'un médecin ou d'un spécialiste de la santé. Secondairement, également, essayer d'être à l'écoute de la communauté et de la population pour essayer de voir là où ça fait mal et essayer de trouver une solution à la population, que ce soit sur le plan pratique comme sur le plan de la formation. Alors, professeur Mamoudou Diop se pose alors la question que les Sénégalais se posent quand ils tombent malades. Pourquoi on n'a pas les soins qu'il faut? Le problème, c'est à quel niveau? Au niveau des compétences humaines ou c'est plutôt au niveau de... C'est une question de système. Bon, d'abord aussi vous remercier de cette invitation, saluer mes collègues anciens, promotionnaires et jeunes frères, et aussi l'ensemble du public. Je pense que s'il y a des difficultés, il faut remettre en cause le système. Je pense que le système, théoriquement, c'est bien structuré, mais il y a un problème dans le contenu, dans l'offre de soins, dans le paquet de soins au niveau des différentes structures de la pyramide sanitaire, que ce soit au niveau poste de santé, centre de santé, hôpital régional, hôpitaux nationaux. Je pense qu'il y a des soucis à atteindre notre objectif d'offre de soins de qualité. Ça, c'est une réalité. Et je pense que les causes sont nombreuses au niveau des infrastructures même. On a des infrastructures qui ne sont plus adaptées. L'exemple de l'hôpital de Dantec est là. Il y a des hôpitaux, quand vous faites les régions du Sénégal, les grands hôpitaux régionaux sont dans des bâtiments coloniaux qui ne sont plus adaptés. C'est le cas de Le Dantec aussi. Il y a le problème des ressources humaines, vous l'avez dit, il y a un déficit, il y a un gap énorme. Il y a un gap énorme. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la pathologie, de l'anatomie pathologique. Il y a à peu près 9 à 10, je crois, spécialistes qui sont tous à Dakar. Donc il y a un problème d'insuffisance et de disparité au niveau de la répartition des différents spécialistes. Et c'est une spécialité extrêmement importante. C'est eux qui font le diagnostic du cancer. Donc c'est-à-dire que dans tous les hôpitaux du Sénégal ou des infrastructures sanitaires, si vous faites un prélèvement, vous êtes obligé de l'envoyer à Dakar. Donc vous voyez, donc il y a un gap énorme concernant les différentes spécialités. Je pense à l'anesthésie-réanimation où il y a un déficit extrêmement important. Et puis, bon, voilà, tu as ces équipements aussi, pour la plupart au niveau de nos hôpitaux qui sont obsolètes. Très bien. Donc voilà ce qui explique qu'il y a un problème au niveau de l'offre de soins. Khaytiam, la gynécologue, ajouterait quoi? Merci M. Kane de m'avoir invité à cette émission. Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs qui nous écoutent, de saluer les personnes qui sont ici présentes sur le plateau et mes éminents confrères avec lesquels je partage cette émission. Et j'aimerais formuler des vœux pour l'ensemble de nos compatriotes pour que l'année à venir soit meilleure que celle qui s'achève. Amin. Et qu'on soit en bonne santé. Et qu'on soit en bonne santé, c'est important, puisque le diagnostic que professeur Diop vient de faire ne rassure pas quand on tombe malade ici. Et je représente sur ce plateau un petit peu le service privé, puisque je suis installée dans le secteur privé. Mais néanmoins, il a parlé d'une pyramide sanitaire qui couvre l'ensemble du territoire national, mais pour autant,
Est-on soigné de la même manière à Dakar qu'à Kédougou, même avec les moyens qui existent? Certainement non. Et je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics de créer les conditions dans les structures sanitaires pour que les populations puissent bénéficier, où qu'ils soient, de soins de qualité et qui répondent aux normes. Et l'hôpital aussi a la vocation de former le personnel et de former les étudiants pour que la continuité puisse être assurée au niveau des soins. Le service public, manifestement, ne répond pas aujourd'hui à la demande de soins dans notre pays. Et c'est pour ça que le service privé a toute sa place dans notre offre de soins. Et elle y participe grandement et elle tient son rôle dans la mesure où elle offre des services de qualité à des personnes malheureusement qui sont moins nombreuses puisqu'il y a un problème de coût qui se pose. Les deux ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Absolument pas. Je pense que nous sommes complémentaires et nous devons travailler en synergie puisque nous sommes tous médecins avant tout. Nous avons tous cette vocation humaniste qui nous a fait choisir ce métier et nous sommes dans le même objectif de soigner nos populations. Alors, nous allons regarder la réaction ou écouter la réaction de nos compatriotes. Deux mots MAUX reviennent souvent, les conditions d'accueil et la prise en charge des urgences. Les personnes interrogées réclament tout simplement le changement. Micro-trottoir réalisé par Aminata Mbarisso, les images de Lamine Diagne. Il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer dans le système sanitaire sénégalais. L'accueil, des fois, tu viens sur place au niveau des urgences, tu as beaucoup à attendre. Certains se comportent d'une façon, laisse à désirer. Mais ce n'est pas à tous les niveaux quand même. Nous allons expliquer moi l'accueil bi baaxul fa la tàmbalee médecin ñu baax lañ. Parce que dafay am ay malade foofu di leen yóbbu foofu suñ demee duñ leen faale duñ leen teral di leen tëral ci ay sées xam nga te loolu doxul da ngay am malade urgent léegi nga yóbbu ko ñu naan la taxawal xaar wala taxawal kër xam nga ba malade bi sonn xam nga. Ce qu'il y a à faire, c'est essayer d'améliorer ce qui se passe au niveau de la santé dans ce pays, comme augmenter les postes de santé au niveau des quartiers et également faciliter l'accès des soins aux populations, comme par exemple au niveau des hôpitaux et centres de santé, réduire les montants à payer pour que tout le monde puisse en bénéficier. Il y a aussi un problème que j'entends souvent les femmes dire, c'est-à-dire que ça concerne les matrones et autres là, la façon dont un hôtel maltraite les malades, les patients, voire les femmes qui accouchent et autres là. Donc il y a beaucoup de choses qu'il a à désirer, le système et autres. En plus, il y a quelque chose qui est un peu écœurant. C'est le fait que, par exemple, les gens qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, qui sont en urgence, là, on les fait valser d'hôpital en hôpital. Je ma sœur gàddu naa ko fii de 20h à 5h du matin fi ma dem ñu ne moom mënuñu kaa jël Nabi Choucair SAMU national Abass Ndao Repos Mandel principal Pikine laa mujjee ak moom damay egsi 30 minutes après ñu ne ma naa joxe benn somme ma joxe somme bi ma génnee ñëw 45 minutes ñu ne ma décédé na fekk dafa ëmboon te dafa waroon aussi xam nga loolu métti na ci xol. Et puis le sujet qui va suivre complète celui que nous venons de voir. On se souvient encore du drame d'Aïssatou Diallo survenu à l'hôpital de Pikine en octobre dernier. La jeune fille de 12 ans avait succombé à une hémorragie dans des circonstances qui avaient défrayé la chronique et secoué les autorités sanitaires et politiques. Le gouvernement avait réagi en promettant une meilleure gestion de la problématique des urgences 2 mois après la mort de cet enfant qui a troublé plus d'un. L'AC est retourné à l'hôpital de Pikine, justement. Un reportage de Salif Sow.
d'accueil des urgences de l'hôpital de Pékin, point de repos. Les blouses blanches courent dans tous les sens. Il y a des vies en danger, des vies à sauver 24 heures sur 24. Et pour une bonne prise en charge des malades, une feuille de route est tracée. Ici, les urgences sont prises en charge totalement. Dès qu'une personne vient, au niveau du tri, et on fait le tri. Si l'urgence est avérée, on lui donne un index et on le prend en charge. On lui fait ses radios, on lui fait ses analyses et tout ce qu'il faut. Et on le marque et ce n'est qu'à la fin qu'on va régler les formalités administratives. Un processus à parfaire. Les dysfonctionnements ou les erreurs dures à avaler comme des pilules ne manquent pas. La récente affaire de la petite Aïcha Diallo avait défrayé la chronique. À 13 ans, elle est morte après une intervention des médecins. C'était ici même. La famille de la défunte avait parlé de négligence. L'hôpital s'était lavé à grande eau, documents médicaux à l'appui. Le ministère de la Santé avait de son côté donné raison à ses agents après enquête. Le procureur de la République s'était même autosaisi à l'époque. Cela n'a pas abouti à grand-chose. Quelques mois après les faits, les goulots d'étranglement sont constatés au service des urgences de l'hôpital de Pékin. La hiérarchie interpellée sans être nommément citée. Les urgences sont un peu exiguës. Nous avons 10 lits. Il y a 10 personnes qui viennent de chez eux. Il y a des accidentés de la circulation. Et tout le monde se retrouve à la structure au même moment. Et le personnel est insuffisant. Supposons à la garde, il y a un seul chirurgien. Si ce chirurgien est en train d'opérer, les autres sont obligés d'attendre. L'urgence n'est pas attendue, entre guillemets, qu'il n'y a pas assez de personnel. Je donne un exemple. Là où il faut, par exemple, 4 médecins de garde, nous avons 2 médecins de garde. Et là où vous avez peut-être 8 paramédicaux et aides, vous en avez 3. Ces manquements connus et reconnus ne sont pas sans conséquences. Le patient peut passer un temps fou et dans une inconfortable situation à patienter. Au centre hospitalier national de Pékin, le service des urgences n'a que 10 lits. Une capacité à augmenter nécessairement. Pour ce projet, il faut un demi-milliard de francs CFA à la direction. On est en train de chercher des financements pour véritablement élargir, en tout cas augmenter la capacité d'accueil du service d'urgence, parce qu'il faut se dire que ce service est à l'étroit. Et à l'étroit, maintenant, pour assurer une meilleure prise en charge, on a besoin d'élargir ce service. Élargir ce service et relever aussi le plateau technique. Ça va tourner autour véritablement de l'ordre de 300-500 millions. Élargir le service des urgences, relever le plateau technique et renforcer le personnel, de bonnes initiatives pas suffisantes. Installé au cœur de la banlieue dakaroise, l'hôpital de Pékin a du mal à satisfaire la forte demande souvent formulée par des cas sociaux. Sur ce, des efforts ont été faits, se défend le directeur de la structure sanitaire. La comptabilité est d'ailleurs de plus en plus écartée du service des urgences. Nous, ce qui nous intéresse au niveau de l'hôpital de Pékin, c'est de lever l'urgence. Pour dire que si un malade vient, les médecins, les administratifs ne s'occupent pas de les moyens financiers du malade. Donc si un malade vient à l'hôpital, les gens s'occupent du malade, traitent le malade avant de parler d'argent. La prise en charge des urgences, un mal, c'est cela aussi les résultats d'une mauvaise politique sanitaire. Faire passer un hôpital de niveau 1 à un hôpital de niveau 3 sans mesure d'accompagnement nécessaire. Nous avons suivi ces deux sujets, professeur Abdoulkane, les conditions d'accueil, la problématique de la gestion des urgences. Pourquoi ces difficultés persistent? Et cela veut dire qu'il est impossible de les surmonter. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que l'une des difficultés que nous avons dans notre pays, c'est le cas de la plupart des pays africains,
c'est que nous n'apportons pas des réponses systémiques à une question qui est systémique. Les questions de santé sont des questions systémiques. Quand vous écoutez d'ailleurs les différents reportages au cours des différents scandales, vous vous retrouvez toujours avec quasiment les mêmes complaintes, les mêmes réactions des autorités, souvent les uns et les autres essayant de se défendre. Or, le mal est beaucoup plus profond que ça. Revenons à la dimension humaine dont je parlais tout à l'heure, et donc la question de l'accueil. Nous-mêmes, médecins, nous-mêmes enseignants, n'estimons pas suffisamment que nous n'avons pas été en réalité formés à la question de l'accueil, de l'écoute et de la communication. Je suis enseignant depuis plus de 25 ans à la faculté de médecine ou des différentes facultés de médecine. Il se trouve que nous formons des médecins sur une dimension technique, nous ne les formons pas à cette dimension humaine. Ce que je dis peut être vérifié aisément dans tous les curricula de formation. Et même ceux qui pensent qu'on a rajouté un module de sciences humaines et sociales ont tout à fait tort de l'imaginer, parce qu'on ne peut pas enseigner l'éthique, l'accueil et la communication en un semestre en étudiant de deuxième année de médecine qui de toute façon n'est pas encore confronté à cette question-là. Donc il faut qu'on prenne conscience que l'accueil, l'écoute et la communication doivent être enseignés et enseignés autrement dans toutes nos écoles de formation en santé, mais dans également les écoles de management en santé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous faisons de la formation médicale continue, pas de façon régulière. Et d'ailleurs, quand vous vous adressez aux grands docteurs, aux grands professeurs, c'est là que vous vous rendez compte qu'il est difficile de dire à ces gens-là qu'il y a des problèmes d'accueil et d'écoute. Parce qu'ils n'ont pas conscience forcément à cause de la grande dimension technique qui est là. Et ça veut dire donc qu'il faut qu'on adresse ces questions-là de façon régulière, au niveau de la formation initiale et de façon continue dans nos ordres, dans nos amicales, dans nos différentes associations. La deuxième chose qui me paraît être importante, c'est que dans nos structures de soins, des efforts sont consentis. On voit aujourd'hui que des structures hospitalières essayent de dire « je développe l'accueil ». Mais il faut qu'on comprenne que l'accueil doit concerner tout le monde. Doit concerner l'agent de sécurité, le technicien de surface, l'administrateur, quel qu'il soit, et évidemment les professionnels de santé. Et ces dimensions-là ne sont pas toujours prises en compte. Autrement dit, il se développe parfois des choses au niveau du service d'accueil de l'entrée, mais rien n'est dit que le professionnel de santé lui-même a été impliqué dans ce processus-là ou participe à ce processus-là, parce que c'est ça le ressenti déjà. Ensuite, on ne communique pas assez. D'ailleurs, tous les scandales posent le problème de la communication. Enfin, il y a la question systémique de nos structures de soins. Quand vous interrogez le drame qui nous a occupés ces dernières années, pourquoi il y a eu ce retard diagnostique? Qu'est-ce qui s'est passé en amont de l'hôpital de Pikine? Il aurait dû y avoir probablement des centres de santé, des postes de santé où ces questions-là auraient pu être réglées. Évidemment, aucun hôpital ne peut supporter aujourd'hui de se retrouver avec des milliers de personnes, les uns étant de vraies urgences vitales, les autres des urgences moyennes. Justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'est un cas urgent? Puisque nous tous, nous allons à l'hôpital, chacun veut être pris en charge avant l'autre. C'est quoi le cas urgent et qu'il faut tout de suite réagir? Justement, pour définir l'urgence, il faut qu'un professionnel de santé, en l'occurrence, puisse définir cette urgence. Il se trouve que les populations ne peuvent que penser que c'est eux d'abord l'urgence. C'est là la question de ce qui se passe en amont de nos hôpitaux. On demande trop à nos hôpitaux, qui sont dans un système de santé qui lui-même est défaillant. Si vous n'avez pas des postes de santé meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui, des cases de santé meilleures que ce qu'on a aujourd'hui, vous allez submerger vos hôpitaux inutilement. Et puis ensuite, la vérité, c'est que nos hôpitaux ne sont pas suffisamment résilients parce que nos hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés pour faire face à tout cela. Donc, pour me résumer sur la question de l'urgence, si nous ne questionnons pas toute notre politique de santé, du poste de santé jusqu'à la structure de niveau 3, qu'on affecte à chaque entité le rôle qui doit être le sien, qu'on puisse donc avoir un système de référence bien huilé et un système de régulation correct, les populations ne peuvent faire qu'une seule chose. Nous avons un hôpital qui s'appelle l'hôpital de Pikine, on va tous y courir. Sur les 100 personnes qui arrivent à l'hôpital de Pikine, il y en aura 10 qui sont dans l'urgence vitale et il y a les 90 autres qui ne sont peut-être pas dans cette situation-là. Mais on ne peut pas demander à des populations de hiérarchiser par elles-mêmes. Donc, c'est re-questionner toutes nos structures de santé, re-questionner notre vision stratégique de nos politiques de santé, qui me paraît être la chose essentielle. Et puis enfin, pour conclure, il faut absolument qu'on comprenne que la question de l'accueil comporte une dimension technique, comporte la dimension de l'organisation de nos systèmes de santé. Les médecins sont parfois submergés
Et évidemment, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est en train de peut-être perdre sa vie et avoir suffisamment de clarté d'esprit pour faire un tri vous-même. Donc je pense qu'il faut questionner tout cela et il faut que toutes ces questions-là soient bien adressées et qu'on essaie d'y apporter des solutions. Daouda Ndiaye, sans revenir sur les circonstances de la mort d'Aïcha Diallo, par respect pour sa mémoire, mais aussi pour aider certainement sa famille à faire le deuil, inutile de réveiller cette plaie douloureuse. Quelle réflexion vous a inspiré ce cas? Et aujourd'hui, avez-vous le sentiment que ça a été un choc pour tout le monde et avez-vous le sentiment qu'il y a une réaction appropriée? Oui, à mon avis, effectivement, il y a eu un choc à tous les niveaux, aussi bien au niveau des spécialistes de la santé que nous sommes, mais également au niveau de la population. C'est vrai qu'on a suivi le dossier de très près par rapport à tout ce qui a été fait, mais comme le disait tout à l'heure le professeur Kane, je pense qu'il est temps qu'on s'assoie, qu'on s'essaye et essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas et de trouver une solution. Et je vais m'expliquer. Les assises de la santé, puisqu'on aime bien le mot. Oui, parce que le mal est plus profond que ça. Moi, à mon humble avis d'abord, ça dit que quand on voit un peu le système de santé au Sénégal, tout est centralisé au niveau de Dakar. Pour une population que nous connaissons, donc l'essentiel des plateaux techniques, en tout cas de haut niveau, certes, commence à être décentralisé au niveau des régions, mais tout est situé au niveau de Dakar, en termes de plateaux, en termes même de ressources humaines, de compétences. Ce qui fait que partout, on pense que la solution, c'est aller dans les grandes villes pour avoir le traitement approprié par rapport à des urgences. Il y va de même par rapport au niveau à la primaire sanitaire. On oublie très souvent même la case de santé, alors que c'est le premier niveau. C'est-à-dire que si au niveau de la case de santé, ce dispensateur de soins, en tout cas cet ASC qui est là-bas, n'est pas formé ou bien en tout cas initié par rapport à tous ces aspects, il y aura un problème de la case de santé au poste de santé, en allant vers l'hôpital, en passant par le centre de santé. Aujourd'hui, on parle d'hôpital de niveau 3, par exemple, au niveau de Dakar. J'avoue que quand vous voyagez un peu, vous avez du mal un peu à dire que réellement nous avons des hôpitaux de niveau 3 par rapport aux infrastructures, l'organisation. C'est comme 5 étoiles et 2 étoiles, quoi. Oui, j'avoue que c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens essaient de discuter par rapport à cela. Et les équipements, réellement, parfois, font défaut. Et même s'il y a des équipements, moi, ce que je vois très souvent avec le problème de la radiothérapie, qu'on dit qu'il y a des équipements qui sont en train de venir. C'est très bien. Mais il faudrait qu'on pense à des backups par rapport aux équipements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est en urgence dans le cadre des laboratoires et qu'on ait une machine, en tout cas d'hémostase ou d'énumération formule sanguine, et qu'il y a une seule machine, qu'est-ce qui se passe à 3 h du matin? S'il y a une panne de cette machine, il n'y a pas de solution. On est obligé de se référer dans le secteur privé, c'est pourquoi cette complémentarité est importante, pour trouver une solution. Deuxièmement, par rapport à la formation, on l'a déjà dit, je pense que la formation, il faut revoir le curriculum de formation. Nous avons les meilleures universités, mais j'avoue que les choses ne sont pas à jour à tous les niveaux. Là où je vais terminer, c'est par rapport à la communication. Parce qu'en fait, la population, X ou Y, ne connaît pas. Il a en face de lui à 3 h du matin un malade entre les mains, il ne sait pas de quoi il souffre. Il n'a pas été initié à travers une communication pour essayer de faire le tri. Est-ce que ce que je vois devant moi est un malade qui nécessite réellement une évacuation urgente? Parce que voilà, ils ne savent pas. Donc il faudrait qu'on revoie un peu le système de communication du système des spécialistes de la santé, du ministère de la Santé envers les populations. Il faut que les populations soient intégrées de fond en comble par rapport à tout ce qui est fait par rapport à ça. Sinon, ce qui se passe, il y aura des débordements. Arrivé au niveau des structures, il y a un problème de tri. Et là aussi, on le voit. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être réglées par rapport à ça. Au niveau des structures également, il y a des problèmes de tri. Alors que tout n'est pas urgent en réalité. Si vous avez 4 malades, par exemple, qui arrivent, il se peut qu'il y a un seul de ces malades qui est réellement une urgence. Les 3 ne le sont pas. Donc il faudrait qu'on revoie tout un système pour que quand même, au niveau de l'hôpital, le spécialiste soit bien formé et sait ce qu'il faut faire par rapport à un malade qui arrive. Et que la population également sache, est-ce que le malade que j'ai devant moi peut attendre jusqu'à 8 h le matin pour aller se faire consulter normalement ou réellement c'est une urgence qu'il faut prendre en charge tout de suite. Alors, professeur Maodio, pour prolonger ce que disait le professeur Daouda Ndiaye tout à l'heure, il y a une catégorisation des structures sanitaires. Parfois, on va à l'hôpital alors que peut-être on n'a pas forcément besoin d'aller à l'hôpital. Un poste de santé ou un centre de santé aurait suffi. C'est également ça la problématique des urgences. Comment la solutionner? Je pense que un peu pour compléter, parce que ce qui a été dit est très juste, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que nous avons des postes de santé, nous avons des centres de santé, mais ils n'ont pas le même niveau d'équipement,
Ils n'ont pas le même niveau d'organisation. Moi, j'ai vu un centre de santé à Touba qui était excellent comme centre de santé et qui pourrait prendre en charge le paquet de soins qui est dévolu au centre de santé. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, il y a une disparité qui est énorme. Mais concernant les urgences, justement, il faut que, d'abord, bien sûr, que chaque structure de santé puisse jouer son rôle. Ça empêche aux patients d'aller directement à l'hôpital pour des choses qui peuvent être réglées au niveau poste de santé ou au niveau centre de santé. Mais je pense que ce qui manque, ce qui existe encore aujourd'hui, c'est que dans nos hôpitaux, beaucoup d'hôpitaux, les médecins sont surpris par l'urgence. Ils ne sont même pas informés du type de blessé ou d'urgence qui doit arriver. Comment un médecin peut être surpris par un polytraumatisé pour qui il faut aller tout de suite faire un scanner en urgence? Est-ce que le radiologue est déjà réveillé et disponible? Est-ce que ce malade nécessite qu'on l'amène tout de suite après aux soins intensifs? Est-ce que le réanimateur est informé? Les gens sont surpris par les urgences. Il n'y a pas de régulation. Il n'y a pas de communication entre les ambulances qui font les secours et l'hôpital. C'est un problème. On est surpris. On est en 2017-2018. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal aujourd'hui. Le sapeur-pompier qui ramasse un blessé, quelle que soit la gravité du blessé, ne peut pas voir quel est l'hôpital qui est libre aujourd'hui à l'heure où je ramasse ce blessé-là, quel est l'hôpital qui est disponible pour l'accueillir. Il va aller au hasard. C'est ça le problème. Ça le problème. Avant cela, le professeur Bey est là, il connaît bien l'urgence préhospitalière, le SAMU, mais attendez, il n'y a pas de réelle communication, de réseau de communication entre nos hôpitaux. On ne sait pas, à l'heure où, par exemple, pour la neurochirurgie, on aurait dû aujourd'hui se dire qu'on n'a pas beaucoup de neurochirurgiens, peut-être qu'il va y avoir un seul hôpital qui va être de garde pour la neurochirurgie, qui est l'extrême urgence. Bah, écoutez, il n'y a pas cette organisation-là. Quelqu'un qui a un trauma crânien, où est-ce que le sapeur-pompier ou l'ambulance va l'amener? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Peut-être qu'il y a affaire des neurochirurgiens. Mais il faut que cette organisation puisse se faire pour que, quand on ramasse quelqu'un, qu'on sache, que l'hôpital sache que nous sommes en attente de tel type de blessé, qui a tel type de lésion, que c'est une urgence de tel niveau et que les gens sont prêts à l'accueillir. Ça, il faut qu'on essaie de le faire. En fonction de nos moyens, bien sûr. On ne peut pas avoir ça dans tous les hôpitaux. Mais on peut sélectionner des hôpitaux qui se chargeraient de ces urgences extrêmes. Voilà le problème. Voilà le problème. Très bien. Alors, Rokhaya Thiam, c'est quoi d'abord l'urgence en gynécologie? Mais j'y ajouterai, vous avez une expérience d'un pays que vous connaissez très bien avant de rentrer au Sénégal. Quand vous questionnez la problématique des urgences au Sénégal, c'est un problème de volonté politique qui se pose, un problème de communication ou alors un problème d'éthique aussi? Eh bien, j'adhère entièrement à ce que vient de dire le professeur Diop sur la régulation et l'anticipation. Quand je suis rentrée au début, et pour illustrer exactement ce qu'il vient de dire, quand je recevais un appel d'une patiente qui me disait « Docteur, je suis en travail, je vais aller à la clinique », immédiatement, je prenais mon téléphone et j'appelais la sage-femme de garde à la maternité pour lui dire « Telle patiente va arriver, il va falloir telle chose, il faut préparer telle chose ». Et je voyais que je dérangeais les gens et je les même réveillais parce que ce n'est pas une habitude d'anticiper et d'appeler avant pour dire que telle chose va arriver. J'illustre complètement ce qu'il dit. Et nous, en obstétrique, on a des urgences extrêmes. On fait partie de la spécialité qui a des urgences extrêmes. Parfois, il y a une question de vie ou de mort pour la mère, pour l'enfant ou pour les deux. Et régulièrement, on entend défrayer dans la chronique qu'une patiente est passée d'hôpital en hôpital et a fini par perdre sa vie ou perdre son enfant. Donc ça, c'est insupportable. Bon, moi, je suis dans le privé et on s'organise quand même dans le privé. Si jamais des cas comme ça se posent à nos niveaux, on a une réactivité
qui permet d'agir vite et même d'anticipation qui nous permet d'être en amont des problèmes dont il vient de parler. Mais c'est un réel problème. Je disais oui, problème de volonté politique, problème d'éthique aussi au niveau individuel. Certainement, c'est au pouvoir public de prendre toute la mesure de la chose et d'accompagner en collaboration avec les soignants, parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas eux-mêmes régler le problème. Dans toutes les émissions de santé que je vois, bon, on pose les diagnostics, on pose les problèmes, mais si les décideurs se mettent même à pouvoir proposer des solutions sans tenir compte de l'avis des soignants et de leur expérience, ben, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Et aussi, j'aimerais ajouter par rapport à mon expérience personnelle de la France, l'urgence et même dans le système de garde en général, parce que c'est ça qui prend en charge les urgences. Nous, à chaque fois qu'on est de garde, depuis des premiers semestres d'internat, on a toujours un senior avec nous. La garde est doublée. Le jeune interne en formation n'est jamais seul de garde. Donc, on a toujours un senior sur place. Et donc, on peut bénéficier de son accompagnement pendant tout le long de la garde. Dès qu'on a le moindre doute ou que la situation commence à déborder, le senior sur place immédiatement et il réagit. Je n'ai pas l'impression que ça soit le cas ici et j'ai cru comprendre que les seniors étaient d'astreinte à domicile et qu'on les appelait quand la situation était grave. Mais quand la personne doit venir de loin... Le senior vous répondre tout à l'heure. J'ai l'impression quand le senior doit venir de loin sur une urgence extrême, le temps qu'il arrive, ben, malheureusement, il peut se passer le drame. Très bien, c'est intéressant de jeter cette grosse pierre dans votre propre jardin, mais nous allons quand même donner la parole un peu au public, le micro, à celui ou celle qui souhaiterait le prendre. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc, nous devons réorienter la formation vers d'autres filières. On parle d'urgence, on parle de cardiologie, on parle de gynéco. Pourquoi pas orienter la formation vers ces filières-là? Je pense qu'il y a 2 ans, je parle sous le contrôle du professeur Khan, avec les problèmes des maladies cardiovasculaires, nous avons pensé former des techniciens en cardio. Nous avons fait le programme, les maquettes, tout ça, que nous avons envoyé au niveau central. Mais jusqu'à présent, ça tarde. On parle d'urgence. Aujourd'hui, on n'a pas de techniciens chargés de gérer les urgences. Pourquoi pas aujourd'hui former des techniciens en 1 an, en 2 ans, capables même de gérer ces urgences-là? Même l'accueil. Moi, je ne parle pas d'hôtesse. Parce que ce qu'on remarque dans les hôpitaux, ça ressemble à des hôtesses. Un service d'accueil doit être formé. Ce n'est pas des gens qu'on a recrutés parce que son père est directeur de l'hôpital ou ministre de la Santé. On n'a pas un service où vous envoyez, on vous demande maintenant d'aller au service d'accueil. On doit les former. Parce que aussi c'est un métier. Et par rapport même à ce que le professeur Diop a dit tout à l'heure, notre système est malade. C'est l'organigramme même du système qui pose problème. Aujourd'hui, pratiquement 60% de la population ne peut pas bénéficier d'une consultation médicale. Il y a à peine 30 à 20% qui sont en mesure de bénéficier d'une consultation de spécialistes, parce que quasiment tous les spécialistes sont à Dakar. Et que Dakar, c'est 20-30% de la population. Je donne l'exemple de Kaolack. Pour toute la région de Kaolack, il y a un seul pédiatre. Il y a un seul cardiologue pour la région de Kaolack et la région de Kaffrine. Ça pose un problème. Donc la formation doit être réorientée. C'est ça que je voulais dire pour le moment. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Et vous me permettez de signaler la présence d'étudiants et le professeur de la faculté de médecine, mais aussi mes confrères Alassane Cissé de la RTS et Awambaye de RFM. Oui. Voilà, je m'appelle Michel Oumar Diop, je suis de la Ligue sénégalaise contre le cancer, un ancien de Dakar Demdik aussi, quoi. Bon, on parle d'accueil au niveau des structures sanitaires. Moi, je pense que ce n'est pas simplement spécifique aux structures sanitaires. Déplacer le problème et aller ailleurs, vous allez trouver le même problème. Donc, c'est spécifique aux Sénégalais. Je pense que nous devons nous remettre en cause pour faire avancer ce pays. Je pense que ça, c'était mon intervention. C'est quoi le problème des Sénégalais? C'est quoi? De ne pas accueillir quelqu'un qui arrive chez vous, même si c'est à la mairie, je prends l'exemple. Si vous n'êtes pas bien huppé, mais vous êtes accueilli pas comme il le faut. Un jugement au faciès, quoi. Voilà, c'est ça. On va voir ça. Oui. Oui, merci. Professeur Bey, je suis coordonnateur des urgences et directeur du SAMU national.
Bon, je regrette d'avoir peu de temps pour développer quand même... Vous aurez l'occasion de reprendre la parole, voilà. Pas de problème. Bon, je remercie déjà, je salue également mes collègues enseignants qui sont sur le plateau et je vous remercie également pour cette invitation. Je suis d'accord peut-être à moitié sur ce qu'ils ont dit. Moi, je pense que le problème des urgences, quand même, c'est un problème qui est global. Il y a les médecins, il y a la population, il y a... les autorités moins, parce que je pense que les autorités, c'est à nous de les orienter. Et ce qui a failli, en tout cas, dans l'organisation de la prise en charge des urgences, c'est d'abord nous-mêmes, les médecins, dans la formation. Parce que et on ne le comprend pas encore. Et quand on entend certains médecins parler encore, on se rend compte que les gens ne se représentent pas que la médecine d'urgence, c'est une spécialité. Parce que tout le monde en parle, et parfois on en parle de façon quand même... voilà, de façon pas professionnelle du tout, parce que c'est devenu une spécialité. Et il y a des normes, il y a une organisation, il y a énormément de choses à comprendre, en tout cas dans le cadre de la prise en charge des urgences. Revenons au Sénégal proprement dit. Moi, je n'ai pas été nihiliste, parce que, en tout cas, nous, professionnels de l'urgence, depuis quelques années, peut-être on a pu comprendre qu'il fallait former des spécialistes, c'est qu'on a commencé à faire, parce que pendant longtemps, qui prenaient en charge les urgences dans les hôpitaux, ce n'étaient pas des spécialistes. Et donc, depuis quelques années au Sénégal, qu'on a des médecins urgentistes qui sont formés, qui commencent à orienter un peu les structures dans une bonne prise en charge. Si on parle actuellement d'organisation, de circuits de prise en charge, tout à l'heure, j'ai entendu le médecin de Pikine en parler, j'ai dit qu'ils sont sur la bonne voie. Parce que quand on parle de triage aux urgences, c'est capital. Et c'est ça qu'on ne comprenait pas du tout, parce que ce qu'on appelle urgence en général, souvent c'est pas urgence. Et quand on voit les statistiques d'ailleurs, sur 100 malades qui arrivent aux urgences, c'est peut-être 20 qui sont des urgences et peut-être 3 qui sont des urgences vitales. Les statistiques le donnent partout, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans le monde entier. Et donc souvent il y a ce qu'on appelle l'urgence ressentie. Et dans cette urgence ressentie, effectivement l'accueil, effectivement la communication, effectivement la compassion peut permettre déjà de désamorcer la bombe. Quelqu'un peut arriver aux urgences et attendre 4 heures parce qu'il doit attendre 4 heures. Parce que certainement, c'est le triage qui va. Le docteur Diop de l'hôpital de Pikine en parlait tout à l'heure. Effectivement, dans les urgences, et c'est une classification internationale, il y a 4 niveaux d'urgence. Le premier niveau, c'est un malade qui a son circuit clair. Il va tout de suite aller dans ce qu'on appelle la salle d'urgence vitale. Le deuxième niveau, on connaît très bien, c'est des attentes assises où c'est le malade, c'est le médecin même qui va se déplacer pour aller voir le malade là où on l'a hospitalisé. Il y a des niveaux, le niveau 3, le niveau 4, et le niveau 4 qui correspond quasiment à rien du tout, ce qu'on appelle le dispensaire. Mais si on regarde nos hôpitaux, en fait, les vrais problèmes qu'on a, c'est des niveaux 4 qui nous assaillent. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Et ce sont ces gens qui se plaignent le plus. Ce sont ces gens qui jettent le plus leur problème sur le système de santé. Mais quoi qu'on puisse dire, quand même, au Sénégal, il y a eu de l'organisation qui commence à se mettre en place. Si on dit qu'il n'y a pas de régulation, effectivement, nous, on peut envier, en fait, beaucoup de pays peuvent nous envier. Le Sénégal a un SAMU. Le Sénégal a un numéro d'urgence. Mais si même nous, médecins, nous ne comprenons pas qu'il y a un numéro d'urgence, nous ne l'utilisons pas, on ne peut pas demander à la population de l'utiliser. Parce qu'il y a un système qui est en train de s'organiser. Il faut que nous, d'abord, médecins, nous comprenons ce système, nous nous approprions ce système et que nous poussons la population un peu à rentrer dans le circuit de prise en charge des urgences. Merci, professeur Bey. Mohamed Cissé. Oui, merci Mamadou. Je suis tout heureux d'être parmi vous. Mohamed Cissé, ASCOSEN, vice-président. Et en entendant parler ces personnes émérites, les problèmes sont posés, des solutions ont été préconisées. Respect pyramide sanitaire, à condition que les structures répondent à l'offre. Le problème de la régulation, c'est un problème qui a été toujours posé. Au Sénégal, on pose toujours les questions, on connaît les problèmes, mais les solutions tardent à être apporté. Parce que le problème de la régulation a été posé depuis fort longtemps. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu un début d'exécution. Je pense que si le ministère de la Santé, s'il écoute l'émission, il verra qu'il y a des chantiers qui sont ouverts et qui, vu l'engagement qu'il a eu, nous comptons vraiment sur lui pour parachever tous ces chantiers-là. Mais il y a un problème quand même qui est en train d'être résolu pour certains hôpitaux. Par exemple, vous allez à Albert Royer, il y a le triage. Mais tous ces problèmes-là,
il y a le bureau des usagers qui a été créé sur recommandation du ministère de la Santé d'alors. Vous allez dans ces bureaux des usagers-là, c'est vraiment le réceptacle des complaintes des patients. C'est un outil d'aide à la décision que doivent consulter tous les directeurs des hôpitaux. Figurez-vous, quand le patient arrive, qu'il n'est pas bien accueilli. Il peut aller voir le représentant des usagers si le bureau est fonctionnel, et nous demandons à ce que tous les bureaux soient fonctionnels pour écrire en toutes lettres que nous n'avons pas été bien accueillis. Par exemple, tel service ou tel service ne fonctionne pas comme il faut. Et si le directeur de l'hôpital exploite bien les complaintes des patients, je pense que des rectificatifs vont être apportés au bénéfice des patients. Il y a un autre problème qui a été souligné. Moi, toujours, je me dis que le professeur se prend pour un demi-dieu. Un professeur, il n'y a pas un lien avec le directeur de l'hôpital, par exemple. Parce que le lien hiérarchique, c'est plutôt, je prends que l'enseignement supérieur. Et il y a toujours ce problème-là de comportement qu'ils ont en disant que je suis en face d'un demi-dieu. Moi, c'est toujours l'impression que j'ai par leur comportement. Donc, l'analyse qu'il a eu à faire le professeur Khan, c'est pertinent. Il va falloir cette dose d'humanisme, cet accompagnement qu'on doit avoir du brancardier jusqu'au professeur. Je crois que c'est important au niveau de la perception que doit avoir le patient quand il vient à l'hôpital. Merci, Mouad Cissé. On reviendra tout à l'heure au public. Beaucoup de questions qui ont été soulevées. D'abord, professeur Khan, est-ce qu'il y a des seniors qui sont toujours là? Tout à l'heure, Rokhaya Thiam en a parlé, et puis les autres sujets soulevés tout à l'heure. Je suis le plus vieux des seniors sur le plateau, donc je bats ma coulpe. Ce que Rokhaya dit est exact. Je pense que les enseignants doivent être encore plus que ce n'est le cas aujourd'hui sur le terrain. Je pense que nous devons aussi nous regarder dans la glace et comprendre que la formation médicale aujourd'hui de Dakar, qui garde encore ses atouts, je pense que honnêtement, nous avons une très bonne école de médecine et nous avons beaucoup d'autres écoles de médecine, mais je pense que nous pouvons et nous devons faire mieux. Et je pense qu'il y a encore à améliorer l'implication des uns et des autres parce que l'expérience est essentielle et nous devons être un peu plus présents sur le terrain pour l'encadrement des plus jeunes. Et je pense effectivement que nous l'avons tous vécu dans les pays occidentaux. Vous avez parfois le chef de service qui est à la veille de sa retraite. Parfois, c'est lui qui prend la garde le jour de Noël. Et je pense qu'on devrait aussi en attendre autant parce que ça permet de mieux prendre en charge nos populations. Et qu'ils ne se prennent pas pour un demi-dieu, pour reprendre moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'autocritique est essentielle. Je suis très heureux d'abord de savoir que beaucoup de nos collègues, jeunes et moins jeunes, sont pleins d'humanité. J'en suis convaincu. Je pense aussi que oui, tous les professionnels de santé, à quelque niveau qu'ils se situent, doivent essayer de comprendre que ce qui fait la beauté du métier de médecin, c'est l'humilité, c'est l'humanité. Certains ne le comprennent pas tout à fait et je pense que nous devons tous y travailler parce que c'est ça qui, je crois, fera d'ailleurs qu'il y aura moins de complaintes. Je ne me souviens pas que des populations soient venues tirer sur un personnel de santé lorsqu'en face, ils ont vu de la gentillesse et de l'aménité. Je voudrais, si vous le permettez, moi, rebondir sur la question des urgences et même sur la question du système de santé pour essayer d'avancer parce que je pense que nous parlons tous de système. Moi, je fais partie de ceux qui pensent effectivement que nos mots peuvent se résumer ainsi. Nous avons un problème d'animation de notre système et de créer un système cohérent. C'est vraiment ça la réalité. Même si vous doubliez le budget du ministère de la Santé, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on aura du mal à y arriver. Qu'est-ce que moi je proposerais? Et pourtant, ces choses existent déjà. Nous avons un district sanitaire. Et moi, il y a un maillon qui me paraît être essentiel, vers lequel on se tourne tous, et qui est quasi le maillon manquant, c'est l'hôpital. Moi, je suis un universitaire, je suis un hospitalier. Depuis que je suis dans l'hôpital public, je ne vois pas très bien en quoi, moi, mes compétences, mes recherches ont été utilisées par le système de santé.
Ce que je vous dis, je crois que beaucoup de le sentiront. On a des esprits brillants, Daouda en est un exemple, tous les autres. Moi, l'objet de mes recherches, je prends l'avion et puis je vais aller les présenter ailleurs. Parce que je n'ai pas tellement l'impression que je suis écouté ici. Et pourtant, Dieu sait que toutes les questions que nous abordons ici aujourd'hui, nous ne faisons qu'en parler. Nous avons des données factuelles extraordinaires qui auraient pu nous permettre d'être un élément de base. Ça, c'est un élément. C'est quoi l'université? C'est quoi l'hôpital? Mais ça doit être d'abord des soins performants. Ça doit être de la recherche. Et c'est la formation. Mais imaginez que moi, je me dise, je suis à l'hôpital d'Al Diam, dans un district qui s'appelle Guédiawaye, mais que je ne suis pas isolé de l'ensemble qui s'appelle Guédiawaye. Je travaille avec tous les centres postes de santé publics ou privés de Guédiawaye, que je fasse de la recherche, de la formation et des soins avec eux, mais je suis la référence puisque je suis censé être hôpital de niveau 3. Et que je participe à tous les niveaux, c'est-à-dire du niveau communautaire jusqu'au niveau le plus élevé, à l'animation de la prise en charge ou de la prise en compte des besoins de santé de Guédiawaye. Imaginons que ce district-là fonctionne comme ça de façon cohérente et qu'on dise que le budget de la santé sera alloué de façon équitable au district de santé. Mais vous allez avoir des ensembles cohérents. On fera de la prévention à Guédiawaye, on fera des soins curatifs de pointe à Guédiawaye, nous prendrons en charge nos urgences parce que nous serons en coordination permanente entre nous et on nous allouera notre budget que nous utiliserons du mieux que nous pouvons. Et nous évaluerons tout. C'est-à-dire évaluer tout, c'est quels sont les délais de prise en charge des urgences à Guédiawaye, quel est le délai de satisfaction de nos patients à Guédiawaye. Et nous ferons de la formation sur place pour améliorer ce que nous faisons. Et transposer au niveau national, mais nom de Dieu, pour moi, on a réglé les problèmes de santé. Parce que ce sont des ensembles concentrés qu'il faut former. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous l'ai dit, moi universitaire, moi hospitalier, je n'appartiens pas de fait. Je n'appartiens pas de fait. En fait, je vois 20 ou 30 malades, après je rentre chez moi. Je forme des étudiants comme je peux, ensuite je m'en vais. Et ce que je dis, imaginez que l'hôpital le CHU de Thiès, le CHU de Saint-Louis fasse pareil. Et qu'on dise que la responsabilité sociale de Saint-Louis ne s'arrête pas à Saint-Louis, c'est Matam, Djoum, etc. Les problèmes de mortalité maternelle et infantile dont on parle aujourd'hui seraient entièrement résolus, en tout cas en grande partie. Mais aujourd'hui, nous avons des programmes verticaux, nous distribuons le peu de ressources que nous avons de façon orientée, et nous n'avons pas de cohérence. Je pense que c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. Nous avons presque le squelette, l'architecture. Moi, je suis désolé de le dire, il y a une vision politique qui nous pose problème, il y a une animation du système qui pose problème, et moi, ma conviction, c'est qu'à ce rythme-là, ce n'est pas une critique que je formule, c'est vrai dans tous les pays africains, ça manque extraordinairement de cohérence. Ce n'est pas la question des pays avec 3 ou 4 fois moins, par exemple, que les États-Unis, ont une espérance de vie et une qualité de soins qui est supérieure à celle des États-Unis, parce qu'ils sont dans cette cohérence-là. Donc, pour me résumer, il nous manque un problème de cohérence, il manque une animation du système, et il faut une unité fonctionnelle, pour moi, qui peut être le district, et il faudrait aider ce district-là à jouer pleinement son rôle. Daouda, quelle doit être la réaction du médecin face à un cas urgent, en tout cas supposé être urgent? Parce que nos compatriotes ont souvent tendance à dire, oui, on ne m'a pas pris en charge parce que on ne se rend pas compte que je suis un cas urgent, ou on ne m'a pas pris en charge parce que je n'ai pas d'argent. Je pense que le professeur Bey l'a dit tout à l'heure. Au-delà de ce triage, je pense qu'il est important aujourd'hui que la population soit initiée. En tout cas, nous, on l'appelle dans le cadre de la formation, éducation pour la santé, ciblant la population, la communauté. Il faudrait qu'aujourd'hui les médias jouent un rôle, qu'ils puissent jouer leur rôle de lien entre le système de santé, en tout cas les praticiens, et la population. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure le professeur B, moi, je suis avec quelqu'un, je ne connais rien de la santé, à 3h du matin, à 2h du matin, je vois quelqu'un qui est en train de faire, avec en tout cas un parent qui est là en train de faire une crise. Je ne sais pas quoi faire. Il a parlé du numéro vert. Je pense que ce numéro vert doit jouer un rôle capital. Parce que, à mon humble avis, depuis la maison, un docteur B qui est quelque part à l'hôpital doit pouvoir aider la personne qui est chez elle pour lui dire que non, par rapport à ce que tu viens de me dire, par rapport aux signes, il ne s'agit pas d'une urgence, ou bien faites ça avant de l'envoyer. Je pense que cela, tant que cette communication-là ne sera pas établie, on aura beaucoup de problèmes. Parce que c'est en réalité un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation et c'est un problème de formation. Quand vous voyez aujourd'hui en termes de ratio, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des avancées notoires par rapport à la formation. Les UFR naissent tous les jours, mais nous avons un problème de
de ratio entre le nombre d'étudiants à former et les normes internationales. Aujourd'hui, ils sont là, ce sont les cliniciens. Vous voyez plus de 20 malades d'étudiants autour d'un même malade. Comment cet étudiant peut être formé comme professeur Khan, qui lorsqu'il était en formation, les normes 3 par exemple, par malade restaient respectées. Parce que la formation réellement n'est que théorique au niveau de l'université. La formation réelle pratique, c'est au niveau du lit du malade. Et si le ratio n'est pas respecté, si on a une concentration d'étudiants autour du malade, le problème est entier. Et ça ne peut être réglé aujourd'hui qu'à travers ces UFR qui sont en train de naître. Que le système de santé puisse mettre, en fait, qu'on injecte de l'argent, des moyens. Pour qu'aujourd'hui, moi je dis qu'on dit qu'effectivement les médecins sont réservés aux hôpitaux, par exemple, que ce soit niveau 3, niveau 2, le centre de santé, c'est l'infirmier. Du moment où il y a beaucoup de médecins qui sont en chômage, il y a un problème de gestion de ces médecins qui sortent. Pourquoi ne pas redéployer ces médecins-là, par exemple, au niveau des centres de santé, pour mieux aider la population à prendre en charge certaines choses, et que pour que, éventuellement, ce centre de santé puisse jouer le rôle, entre guillemets, de niveau 1 en termes d'hôpital. Donc c'est un problème entier, en termes d'organisation, en termes de vision, en termes de stratégie, pour qu'éventuellement, qu'on puisse régler le problème. Aidez-nous à régler notre problème. Est-ce qu'il y a un lien entre le comptable de l'hôpital et le médecin? Oui, dans l'hôpital, quelqu'un l'a dit, même entre le balayeur et le médecin, il y a un lien. Oui. Tout le monde est lié. Parce que c'est un circuit. Parce qu'aujourd'hui, le comptable, c'est vrai que tel qu'on le comprend, moi je l'apprends comme en tout cas le comptable au niveau de l'hôpital, c'est celui qui prendrait les recettes. C'est pas réel, parce que sinon on a l'agence comptable particulière, mais qui n'est réservé qu'à la gestion des fonds. Mais réellement, les patients n'ont accès qu'on les appelle des collecteurs, si je me trompe bien. C'est en tout cas ceux qui prennent les recettes. Mais il se peut parfois que ces personnes désorientent le malade. Parce que uniquement, il a devant elle un bulletin d'analyse. Je donne mon cas, où il est marqué goutte épaisse. Si cette personne-là, qui a été orientée là-bas, parce qu'il se peut que c'est un malade qui vient le lendemain, ne sait pas que ce malade doit être orienté en parasitologie pour faire un diagnostic, il peut lui demander d'aller chercher quelqu'un pour l'aider. Alors qu'il y a une perte de temps. Au moment où on pense que dans les 45 minutes, ce malade doit doit subir un diagnostic et le résultat rendu pour qu'il y ait un traitement immédiatement mis en place. Donc tout est lié au niveau de l'hôpital, entre du directeur au balayeur et du balayeur au médecin. C'est un circuit fermé. Donc, et s'il y a un blocage quelque part, c'est le système de ce qui veut dire ici que le médecin parfois peut être dépendant du comptable. De tout le monde. Et ça peut être au détriment du malade. De tout le monde. Et ça, malheureusement, c'est ce que nous pouvons voir. Et c'est réellement pourquoi la formation doit impliquer tout le monde. Professeur Mouri, professeur B a dit que l'urgence, il y a une médecine d'urgence aujourd'hui. Ouais. C'est une profession. C'est une spécialité. Oui. Je pense que, on en revient encore au problème du déficit en ressources humaines. Il faut, pour le tri, qu'il y ait des urgentistes qui soient au niveau des hôpitaux, qui puissent faire le tri. Comme il l'a bien dit, sur l'ensemble des malades qui viennent aux urgences, il y en a très peu qui ont vraiment une urgence vitale où il y a une intervention à faire tout de suite. Ça n'exclut pas le problème de la surprise, de la régulation. Je pense qu'il y a tout un système qu'il faut mettre en place. Quand il y a un malade qui est évacué, il faut qu'on sache déjà où est-ce qu'on va l'amener. Est-ce qu'il y a une place? La communication aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas de réseau de communication entre les hôpitaux et même peut-être à l'intérieur d'un hôpital. Moi, je dis souvent, je donne l'exemple, je peux avoir un malade dans mon service qui nécessite un avis cardio urgent. Il faut que je me déplace pour aller en cardiologie. Peut-être pour voir s'il y a quelqu'un que je connais, une affinité, etc., où j'appelle au téléphone parce que j'ai son numéro de portable. Ça ne devrait pas être ainsi. Je pense que dans un grand hôpital, le cardiologue, on doit pouvoir joindre, n'importe quel service doit pouvoir joindre le numéro, il doit y avoir un numéro, peu importe celui qui est derrière ce numéro. Je pense qu'il y a ce problème d'organisation au niveau même intra-hospitalier, mais également entre les hôpitaux, mais également entre l'urgence préhospitalière et l'hôpital.
Et ensuite, il faut, quand tu reçois un malade en urgence, souvent l'urgence ne persiste pas. Quand l'urgence est levée, il faut que ce malade puisse entrer dans le circuit de soins. Moi, je pense qu'il faut revoir. Je pense qu'il faut revoir bien, il faut revoir le système et partir toujours de l'offre de soins. Quels sont les objectifs et se donner les moyens, aussi bien en termes d'infrastructure. On néglige un petit peu l'infrastructure. Vous savez, c'est ça qui détermine de comment on va travailler. Si vous avez un hôpital où dès l'entrée, le malade, il y a une route qui passe, il doit traverser une route où il y a des voitures, c'est le cas de Le Dantec. Quand vous entrez, les malades sont tout de suite barrés par des véhicules. Il y a déjà l'accueil se situe là, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, qui ne peut même pas marcher, il y a des voitures qui traversent. Donc il y a la structure, beaucoup de structures ne sont plus adaptées, doivent être modernisées. Et moi, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Daouda. Il faut, c'est vrai que ce n'est pas seulement un problème de budget. Il faut vraiment, vraiment, vraiment augmenter de manière substantielle parce que les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes. Aujourd'hui, en termes de ressources humaines, on parle d'urgentistes. Il y a des déficits. J'ai parlé du déficit en pathologie. Il y a un déficit en anesthésiste réanimateur. Il y a des spécialités vraiment manquantes. Il faut donner des bourses de spécialisation. Il faut 4 ans pour les former. Il faut planifier. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la formation et les besoins. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait une planification du point de vue des ressources humaines. Et moi, je pense sincèrement, professeur Khan l'a dit, il a parlé de recherche, il a parlé de formation, il a parlé de vraiment l'importance de la mise en adéquation avec le système de santé publique, puisqu'il a parlé du district sanitaire. Je pense que nous manquons quelque chose de très important, c'est une haute autorité de la santé. En tout cas, une structure qui est indépendante, qui puisse évaluer et faire des recommandations, qui puisse faire la passerelle entre les sociétés savantes, toutes nos journées scientifiques avec nos conclusions qui sont extrêmement pertinentes, mais il y a une cloison étanche entre ces sociétés savantes et le ministère de la Santé. On ne l'utilise pas. Ça fait des années que les gens font de la recherche, les gens font des publications. Ce n'est pas utilisé par le ministère de la Santé. Je pense que cette autorité indépendante que pourraient occuper d'anciens éminents professeurs ou des agents de la santé qui ne sont plus fonctionnels. Je pense au professeur Souleymane Boub, il y en a d'autres, et même des agents, d'anciens syndicalistes, qui pourraient jouer ce rôle de haute autorité de la santé avec une indépendance. Ça pourrait aussi permettre d'éviter ce qui se passe actuellement. C'est l'utilisation de la santé un petit peu dans la politique. Vous savez, aujourd'hui, les consultations gratuites, c'est quelque chose, si vous voulez, les gens utilisent de manière vraiment juste pour faire plaisir au niveau de la localité où on a envie d'avoir des suffrages. Moi, je pense que ça doit être encadré. Je pense que la santé, on ne peut pas l'utiliser pour faire de la politique. C'est bien, c'est des initiatives, mais il faut le formaliser, il faut l'encadrer. Et je pense que cette structure, il serait très important que le Sénégal ait cette autorité de la santé. Oui, Rokhaya Thiam, je vais vous tendre la perche un peu. Dans quelle mesure le privé pourrait contribuer à solutionner nos problèmes d'urgence? Bon, les structures privées participent à l'offre de soins dans les urgences, mais hélas, elles ne sont pas nombreuses face à la demande, parce qu'il y a une telle demande de soins dans le Sénégal tout entier que le privé est quasiment concentré à Dakar. Et dès que nous sortons de Dakar, notre participation est faible du fait du peu de nombre de cliniques et de cabinets équipés dans les régions et dans les localités les plus éloignées. Donc, les cliniques aussi, c'est payant. Il faut casquer fort. Hein. Alors, les cliniques, c'est payant et c'est sa vocation, c'est une activité privée. Donc je dis qu'elle venait en complémentarité et en soutien avec les structures publiques. Mais le privé aussi a ses problèmes. Donc même quand c'est payant, on dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût.
Et nous avons des coûts incompressibles. Justement, pour rester, oui, l'exemple que vous nous avons donné, des oui. coûts incompressibles de salaire pour nos employés, d'équipements que nous devons acheter de façon chère et les entretenir, et de nos intrants. Donc ça, c'est des frais que la structure dépense, et donc elle ne peut pas, elle n'a pas la vocation de soigner gratuitement. Pour rester dans votre domaine, la gynécologie, on vous reproche aussi une sorte de systématisation des césariennes. Oui. Vous répondez quoi? Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Eh bien, effectivement, il y a une rumeur de plus en plus grandissante que les gynécologues obstétriciens font des césariennes, trop de césariennes, à des visées pécuniaires. Alors, je voudrais bien entendu m'inscrire en faux contre cette rumeur parce qu'elle n'est pas vraie. Et en plus, ça met en cause quelque chose qui peut être grave parce que ça va décrédibiliser la relation de confiance qui doit exister entre le médecin et son patient. Et au-delà de ça, ça compromet, même si on y fait garde, le contrat social qui doit exister entre le corps soignant dans son ensemble et la société. En tout cas, il y a beaucoup de césariennes. Ça, alors, j'y viens. Est-ce que c'est un problème avec nos dames, je vais expliquer, morphologie non, ou je vais ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'il explique? Voilà. Alors, l'OMS, qui est quand même au-dessus de tout soupçon, a fait des études de grande envergure et est arrivé à la conclusion que pour réduire les complications au niveau de la mère et de l'enfant, en termes de mortalité et de complications à court et moyen terme, il faut un taux de césarienne de 15% dans une population donnée. Alors, combien de césariennes fait-on au niveau de la population sénégalaise dans son ensemble? Mais des études ont montré que c'était 4%. Donc, les besoins ne sont pas satisfaits. Mais il y a un effet d'optique à Dakar, puisque les gynécologues qui font des césariennes sont en majorité à Dakar. Donc quand on est plus nombreux à les faire, le nombre augmente forcément. Mais la patiente qui est à Kolda, qui a besoin d'une césarienne, qui malheureusement, si elle ne l'a pas, peut faire une complication redoutable, qui est la fistule obstétricale, et perdre son bébé par la même occasion, eh bien, il y a moins de fistules à Dakar parce qu'il y a des gynécologues qui prennent en charge ces complications-là. Et donc, je tiens vraiment à insister sur cette relation de confiance entre le médecin et son patient. Ouais. Et quel que soit l'acte que le médecin doit faire sur un patient, il lui doit, notre code de déontologie nous l'impose, une information claire, loyale et appropriée sur l'acte qui va être fait pour recueillir le consentement éclairé de cette personne. Donc, quelle patiente peut être amenée au bloc contre son gré pour une césarienne? Je n'en connais pas. Le médecin explique l'indication de la césarienne, la personne adhère. C'est secondairement que sa copine, sa journaliste, sa voisine va lui dire « mais on a fait une césarienne, on n'aurait pas dû te la faire parce que ma copine avait les mêmes problèmes, elle a accouché quand même ». Eh bien, nous, on est là, on sait que si une césarienne est bien indiquée, elle sauve des vies. Et c'est notre rôle premier. Oui, et il faut aussi reconnaître que c'est un phénomène assez citadin. Il y a des femmes qui se valorisent même quelque part d'avoir fait la césarienne. On va vous donner la parole, juste le temps de regarder cet élément. Intéressons-nous maintenant aux initiatives prises par les pouvoirs publics pour rendre les soins accessibles à la population. Exemple, le programme de couverture maladie universelle lancé depuis 2013. Un dossier réalisé par Mambiram Diouf, Mohamed Sourou. Maïmouna fait partie des 1362 bénéficiaires classiques à jour sur les 6790 adhérents, dont 4802 bénéficiaires de bourse de sécurité familiale de cette mutuelle située à Grand-Yoff. Le système pour une couverture maladie universelle vient ainsi répondre à une forte demande en matière de santé. Au niveau de cette demande au niveau du Sénégal, il y a essentiellement deux aspects. Le régime d'assurance maladie, où le Sénégal approche cette question à travers les mutuelles de santé. Et aussi les IPM, qu'il ne faut pas oublier, qui sont là depuis 1975. Et il y a l'assistance médicale. C'est ce que vous entendez globalement sous le vocable de gratuité.
Mais à côté de cela, il y a la notion de solidarité face aux personnes qui sont les plus pauvres, ceux qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Toute l'année, normalement. Nous pouvons bénéficier de soins durant toute l'année. Après présentation du livret au niveau du gérant de la mutuelle, on nous donne une lettre de garantie à présenter au chef de poste. Les médicaments sont pris à charge à hauteur de 80% par la mutuelle. Moi, je ne paie que les 20%. Le programme de couverture maladie universelle lancé le 20 septembre 2013 a été renforcé dans sa mise en œuvre par la création de l'agence de la CMU en janvier 2015 avec des mécanismes innovants. Le premier mécanisme, c'est que vous venez dans une mutuelle classique où les populations adhèrent volontairement à une mutuelle de santé quand ils cotisent environ 3 500 par an et par personne. L'État donc leur donne 3 500 par an et par personne. Le deuxième volet, c'est les bénéficiaires de bourses de sécurité qui, comme on le comprend, n'ont pas du tout de moyens. L'État prend en charge totalement la prime qui correspond à 7 000 francs parce que c'est la prime qui couvre essentiellement les soins qui ont été, le paquet qui a été défini. Et aussi les enfants de 0 à 5 ans qui sont considérés comme vulnérables et une cible prioritaire, de même que les femmes. Les enfants sont pris en charge aussi par le même mécanisme. À chaque fois qu'ils vont se traiter directement dans les structures de santé, on rembourse selon le niveau. Quand vous êtes au niveau du poste de santé, un enfant de 0,5 ans vient, il est pris en charge à hauteur de 1 400 francs. Quand c'est dans un centre de santé, c'est 4 300 ou 4 500 francs. Lorsqu'il s'agit d'une urgence, une consultation dans un hôpital, donc les EPS de niveau 1, niveau 2, etc., c'est 2 000 francs qui est remboursé. Quand il s'agit de la personne âgée, là, il fait des prestations, donc c'est à l'acte, on nous envoie la facture et nous assurons le paiement. Alors, lorsqu'il s'agit des personnes qui doivent avoir une dialyse, ils font, à chaque fois qu'ils ont une séance de dialyse, nous remboursons le kit jusqu'à hauteur d'environ 43 000 francs par séance et 10 000 francs pour les services de prestation. Vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Pour booster le taux de couverture, le programme CMU Élèves lancé va permettre d'enrôler 3 millions d'apprenants, dont 240 000 dans le département de Dakar. Avec une cotisation annuelle de 1 000 francs et une prise en charge donc de 80% au niveau poste de santé, centre de santé, et une consultation et les maladies médicaments génériques au niveau des hôpitaux. Moustapha Meng d'ajouter cependant que la survie des mutuelles de santé dépend de leur capacité à assurer financièrement les charges. Pour la région de Dakar, il y a peut-être 2 ou 3 départements qui ont reçu, mais pour le département de Dakar, nous n'avons pas encore reçu les subventions de 2016. Nous sommes en fin d'année, nous n'avons pas encore reçu la subvention de 2017. Et mieux encore, même les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale que l'État prend en charge, parce que l'État considère que les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et de la carte d'égalité des chances, donc qui bénéficient de son appui, n'ont pas une capacité contributive. Donc l'État cotise pour eux et nous devons les prendre en charge et on les prend en charge à 100%. À chaque fois qu'on nous envoie une facture, il y a ce qu'on appelle le risque qui est lié à l'assurance maladie et qui est connu. Effectivement, il y a une lourdeur administrative. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est une institution, c'est un organe qui est mis en place il n'y a pas très longtemps. Vous-même, vous parlez de 2015. 2015-2016, nous sommes en 2017. Si c'est un enfant, il n'est pas encore sevré. Vous voyez? Donc nous avons posé de mettre en place tous les mécanismes. Et c'est normal qu'en même temps qu'on nous donne cet argent-là, qu'on prenne les garanties nécessaires. Pour une réussite totale de sa politique, l'agence dit être aux côtés des acteurs culturels dont la mutuelle est au cœur du système, ajoute Dr Daf. Nous savons que si ça porte, le Sénégal va suivre parce qu'ils vont accompagner par leur voix, par leur position, par leur message. Et le ministre Youssou Ndour a bien compris cela en défendant la politique du chef de l'État à ce niveau. C'est l'occasion de le remercier. Et je pense aussi qu'il a fait une bonne option en disant qu'il va prendre en charge environ 21 000 adhérents. Le rôle des collectivités locales dans ce vaste et ambitieux programme de l'État ne doit pas aussi être négligé, selon Moustapha Meng. Là, nous sommes au niveau du poste de santé de Grinf et c'est grâce à l'infirmière chef de poste qui nous a donné des locaux
pour nous permettre de pouvoir travailler sereinement. Et nous lançons encore un appel aux collectivités locales. Bien que certains l'ont fait, il y a des mutuelles qui ont des sièges donnés par les collectivités locales. On va donner la parole au public. Merci Mamadou. Mon nom est Moussa Samdaf, je suis le directeur du Centre hospitalier national d'Al Diam. Je suis en même temps le président de l'Association sénégalaise des administrateurs des services de santé. Alors, s'agissant de l'hôpital, parce que c'est la partie la plus visible du système, il faut savoir que l'hôpital aussi est régi par des textes réglementaires, par la loi 98-08 qui porte la réforme hospitalière et la loi 98-12 qui porte l'organisation des hôpitaux. Et je pense que par rapport aux deux problématiques qui ont été évoquées ici, notamment l'accueil et les urgences, il est dit dans l'article 27 de la loi que nul ne peut entrer dans un hôpital y bénéficier de soins sans pour autant au préalable s'acquitter des formalités administratives, sauf les urgences. Et les urgences, qui déterminent les urgences, ce n'est pas le directeur de l'hôpital, c'est le médecin qui est en face. Malheureusement, peut-être il y a un manque de communication souvent entre le praticien et les cas considérés comme moins urgents. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas un problème de volonté politique. La volonté politique, elle est là et maintes fois affirmée et réaffirmée par des actes concrets qui sont posés. Au niveau, par exemple, du SAMU, je pense qu'aujourd'hui, tous les services d'urgence, le ministre Eva avait mis tous les acteurs autour de la table pour discuter réellement du problème de l'accueil et des urgences. Aujourd'hui, il y a des normes qui sont établies, je parle sous le contrôle du professeur Bey, qui sont établies sur ce que doit comporter un service d'urgence en termes d'infrastructure, en termes de personnel, en termes d'équipement, en termes même de lignes téléphoniques pour que les gens puissent effectivement se parler. Il y a une semaine déjà, tous les directeurs d'hôpital se sont réunis pour justement partager l'évaluation qui a été faite sur les directives données par rapport aux urgences. Et un modèle même d'accueil d'un hôpital a été présenté. Je pense que c'est pour montrer simplement que la volonté politique est là et qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire. Sur le terrain? Sur le terrain, effectivement. Oui. L'autre aspect, c'est que on parle de système, mais le système, c'est des hommes et des femmes qui l'animent. Il y a un problème de comportement. Quelqu'un se comporte différemment selon qu'il soit en clinique, dans le privé ou qu'il soit à l'hôpital. Ça également, c'est quelque chose d'incompréhensible. Alors, nous autres, en tout cas, chacun, en ce qui le concerne, doit se remettre en cause, doit faire son autocritique et voir qu'est-ce qu'il peut faire de mieux pour apporter, en tout cas, une valeur ajoutée au système. Par rapport à ce que le professeur Kane disait tout à l'heure, c'est effectivement vrai, il faut quelque chose de très cohérent dans un espace bien déterminé. Si on prenait par exemple l'exemple de Guédiawaye, on pourrait par exemple dans le cadre de la territorialisation de la politique publique en matière de santé, voir toutes les structures qui sont au niveau de Guédiawaye, du poste de santé jusqu'à l'hôpital, voir qu'est-ce qu'on peut faire et que chaque structure puisse faire prévaloir ses avantages comparatifs. Et que les professionnels qui sont au niveau de l'hôpital puissent descendre au niveau justement périphérique des postes de santé pour également former déjà le personnel qui est là-bas. Un simple exemple, par exemple, on peut aller former les sages-femmes sur le partographe. Par exemple, pour éviter les évacuations tout azimut. Un simple geste d'urgence, par exemple cardiaque, comment le faire? Donc tout ça, c'est des choses qu'il est possible de faire. C'est pour ça que nous pensons à Guédiawaye qu'il faille faire autrement et impliquer davantage les populations parce qu'in fine, ce que nous faisons, c'est pour elles. Merci. Juste derrière vous, après maintenant, on va donner aux journalistes la parole. Oui, Dabo. Merci, Monsieur Kane. Je m'appelle Maktar Dabo. Je suis conseiller technique chargé des études de la recherche et des projets de développement à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Je suis aussi le secrétaire général du syndicat national des cadres et employés de l'administration publique. Aujourd'hui, je participe à cette émission, mais je ne suis pas très heureux parce que je suis du système de santé. Mais le système de santé sénégalais est un désordre organisé.
c'est un désordre où des acteurs y trouvent leur compte. Et ça va durer tant qu'il n'y ait pas une volonté politique avec une vision claire de programmation de comment on peut apporter le changement dans ce système. Dans tous les niveaux de la pyramide sanitaire, il y a des problèmes. Dans toutes les fonctions de gestion du système, il y a des problèmes. Aujourd'hui, nos professeurs qui sont nos généraux, la tutelle ne les écoute pas. Il n'existe pas un cadre sous forme de think tank ou de haute autorité ou bien de brain stress qui est consulté, utilisé par l'autorité. Vous verrez qu'au niveau même du cabinet, la précarité qui règne pour les travailleurs qui sont là, ils ne sont pas embauchés, ils ont 10 contrats de CDD chaque année, des situations précaires qui sont des chefs de division au cabinet. Hein. Et vous allez dans les hôpitaux, vous trouverez que le directeur d'hôpital, lui, il est directeur d'hôpital, mais je vous dis que aujourd'hui, pour vivre le martyre, il faut accepter d'être directeur d'hôpital. Et il acquiesce. Oui. Parce qu'on vous donne une structure qui est déficitaire et on vous demande de faire des résultats. C'est-à-dire on vous donne une structure déficitaire et on vous demande de faire des résultats. Qui peut faire des résultats dans un contexte social ou dans l'hôpital? Il y a un problème de leadership entre des praticiens, si je prends l'exemple de certains hôpitaux ou des professeurs qui sont des chefs de service et qui ne se soumettent pas à l'autorité du directeur d'hôpital, qui consultent souvent dans les cabinets de leurs conjoints hors de l'hôpital, où il y a pour ce qui fait perdre des recettes à l'hôpital. Des situations, alors qu'on peut proposer des solutions dans le cadre du partenariat public-privé, Mamoudou. Prenez l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop. Il y a des professeurs qui se sont organisés en structure privée pour construire sur le patrimoine de l'université des instituts de formation. Si nos hôpitaux sont incapables aujourd'hui de solutionner, est-ce que nos professeurs qui sont là, qui vont consulter dans le privé, on ne peut pas réfléchir dans cette formule de partenariat public-privé pour qu'ils puissent avoir au sein de l'hôpital une structure qu'ils vont gérer et qu'ils partageraient les recettes avec l'hôpital pour la survie de l'hôpital. Merci Dabo. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vous tiennent à cœur. Juste à vos côtés, à Wambaï, hein, on me reproche souvent de mal servir mes confrères. Hein. Oh. C'est pas grave, Mamoudou. Bonsoir ou bonjour à toute l'assistance, particulièrement aux spécialistes qui sont ici. Je leur dis merci Mamoudou pour leur passage répété dans la rubrique santé de RFM. Tout à l'heure, vous avez parlé de la couverture maladie universelle. Heureusement que vous avez dédié un reportage à ce sujet. Mamoudou, il y a beaucoup de problèmes, surtout par rapport au remboursement. Ça pose problème. Moussa Samdaf est là, il est directeur d'hôpital. Il n'y a pas longtemps, le directeur d'hôpital de l'hôpital Thiès a parlé d'un remboursement de plus de 20 millions. Aujourd'hui, les structures sanitaires ont du mal à se prendre en charge. Alors, si aujourd'hui l'État leur doit de l'argent, donc ça va encore poser beaucoup plus de problèmes. Donc, c'est un cas. Tout à l'heure, vous avez posé une question au professeur Abdoul Khan, qui peut être médecin. Mais je pense aujourd'hui, Mamoudou, la véritable question, c'est que qui est spécialiste? Est-ce qu'ils n'ont pas peur pour la relève parce que les spécialistes se font rares? Il y a beaucoup d'autres questions. Peut-être je vais laisser mon confrère Alassane Cissé revenir sur d'autres questions. Merci. Alassane. Merci, Mamoudou. Nous, au niveau de l'Association des journalistes en santé, population et développement, dont je suis le président, nous menons des activités un peu à l'intérieur du Sénégal, des caravanes presse, pour tâter un peu le pôle de la santé dans ces localités. Et ça nous permet de découvrir un peu la réalité. Et je pense qu'on a eu à faire un bon diagnostic. La réalité, c'est que le système est bon, c'est un problème d'animation. Donc il faut trouver une solution à ça. Le deuxième problème, c'est un peu la communication. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de communication entre les structures de santé, mais également il y a un déficit de communication entre les structures de santé et les populations.
Et ce travail-là, je pense qu'il y a au niveau du ministère de la Santé, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé qui doit le faire. Mais si ce service n'a pas les moyens nécessaires pour le faire, il n'y aura pas cette animation, il n'y aura pas cette communication. On le disait tantôt, la personne qui vient à l'hôpital, peut-être que cette personne-là ne sait pas qu'il y a la case de santé, qu'il y a le poste de santé, qu'il y a le centre de santé qui peut peut-être régler leurs problèmes. Et donc, si ces personnes se retrouvent malades, elles pensent forcément à l'hôpital. Alors que si on les avait sensibilisés bien avant cela, ces personnes-là se seraient arrêtées au niveau de la case, ou bien du poste, ou bien du centre de santé. Donc, il y a un travail à faire nécessairement dans ce domaine-là. L'autre aspect, c'est par rapport aux spécialistes et spécialités. Je pense qu'on l'a souligné tantôt, il y a beaucoup de spécialistes à Dakar et dans les régions, il n'y en a pas. Nous, dans le cadre du réseau, on a fait une caravane à Matam et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de pédiatre à Matam. Une population de plus de 500 000 âmes, il n'y a pas un seul pédiatre. Il y a un seul gynécologue à Matam, il n'y a pas de banque de sang. Donc c'est dramatique et donc il y a un problème, un dysfonctionnement à régler. Maintenant là, il revient peut-être au ministère de la Santé de trouver des solutions, mais également aux professeurs de sensibiliser vos étudiants pour qu'ils acceptent d'aller dans les régions de l'intérieur pour trouver des solutions et améliorer la santé des populations. Oui, une perche qu'il vous tend, vous la saisissez? Oui, voilà ce que me disent mes collègues, jeunes collègues médecins qu'on a affectés dans mon terroir de Matam. Ils me disent, depuis que vous m'avez envoyé à Matam ou à Kédougou, moi, jeune, qui a envie de progresser dans la cardiologie, je suis dans un environnement où je ne progresse pas. Et ils ont raison. Ils ont raison. Le problème de la spécialisation est mal posé. Si on pense régler le problème de non-spécialité en pensant que spécialiste, on se trompe. Il faut développer les différentes spécialités dans les différents endroits. La médecine d'urgence, la cardiologie, la cancérologie, etc. ne doivent pas être l'apanage des spécialistes. Je veux dire par là qu'on a un problème au Sénégal. Nos médecins généralistes n'ont pas les compétences minimales, souvent, pour exercer la cardiologie, la cancérologie, la médecine d'urgence. Et c'est comme ça qu'on développe un pays. On se trompe en pensant que ce sont les spécialistes. Ce n'est donc pas la question de est-ce qu'on a un cardiologue à Matam. Un cardiologue à Matam, c'est une goutte d'eau dans la mer. Par contre, capacité 100 médecins généralistes, 200 infirmiers en cardiologie, c'est là la voie de salut. Et c'est là aussi qu'on se trompe. Aucun pays au monde ne s'est développé en passant par les spécialistes. On ne construit pas un bâtiment par le sommet. Et les spécialistes, c'est le sommet. Il nous faut aujourd'hui, et c'est là que le rôle des universités notamment, et de tous les spécialistes, faisons en sorte que nos médecins non spécialistes, nos infirmiers, bref, toutes ces fonctions professionnelles intermédiaires et même les populations aient un minimum de compétences dans ce domaine-là. Parce que, de toute façon, lorsque quelqu'un fera son accident à 150 km de Dakar, il faut bien qu'on ramasse ce blessé, il faut bien qu'on le conditionne, il faut qu'on l'amène. Mais on ne pourra pas former 100 réanimateurs au Sénégal, soit raisonnable, dans les 2 ou 3 ans. Donc voilà un premier problème qui est très mal posé. Moi, j'ai été professeur agrégé de médecine dans un pays où j'ai été formé dans ma spécialité cardiologie par quelqu'un qu'on appelle un paramédic. C'est un bac plus 3 ou 4. C'est ce qui fait que dans ce pays-là, que je ne citerai pas, les délais de prise en charge, c'est 5 à 10 minutes. C'est-à-dire que vous dites, ça y est, je suis tombé, c'est en 5 ou 10 minutes. Donc, ce n'est pas les spécialistes. Donc, premier problème mal posé. Deuxième problème, c'est justement, parlons spécialité. Moi, je suis en cardiologie. L'école de cardiologie de Dakar est peut-être l'une des premières écoles de formation. Mais il se trouve que c'est du bac plus 13 que nous formons. Il se trouve que malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui une capacité de formation parce qu'il faut des terrains d'application. Oui, pour rester sur votre spécialité, professeur, justement, on a beaucoup aujourd'hui d'accidents cardiovasculaires et presque c'est la mort qui s'ensuit le plus souvent. Parce que justement, on n'est pas revenu à... le collègue de l'ENDSS l'a dit tout à l'heure. Depuis 10 ans, je me bats autour d'un projet qui pour moi tombe sous le sens. J'ai dit, on va sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent ce que sont les signes. Il n'y en a pas beaucoup. Deuxièmement, mais quand les populations sauront qu'ils ont ici un symptôme qui peut signifier maladie cardiaque, ce que je dis pour le cœur est vrai pour toutes les autres urgences. Ils vont aller quelque part, mais ils ne vont pas aller à l'hôpital du niveau 3, ils vont aller dans le centre de santé de leur quartier. Mais donnons au centre de santé de leur quartier des compétences.
Et je vous dis, moi, donnez-moi 3 jours, je vous forme les médecins, les infirmiers de n'importe quel centre de santé et les équipes de cardio peuvent le faire. L'électrocardiogramme va leur permettre de faire le diagnostic. C'est ça la mort subite, ce n'est pas autre chose. On fait les diagnostics, mais on les a formés à prendre en charge les patients, les mettre dans une ambulance proprement et nous les amener. Aujourd'hui, l'hôpital de Dantec, l'hôpital Fann, quelques structures privées peuvent même déboucher une artère. C'est cette cohérence que nous ne construisons pas. C'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, pensons former des spécialistes pointus, mais pensons d'abord renforcer les capacités des populations, des infirmiers, des paramédicaux, des médecins non spécialistes. Ensuite, je vais juste terminer par la question de la spécialisation. Mais comment pouvez-vous, au bout d'un siècle d'école de formation de médecine, avoir un service de neurologie et vouloir former autant de spécialistes que ça? Pourquoi la Tunisie a 10 fois plus de spécialistes que le Sénégal? Mais parce que simplement, la Tunisie, il y a 25-30 ans, a décidé que Sousse, Monarcis, Sfax, etc. seront des écoles de médecine. Conséquence, la seule ville de Sfax a plus de cardiologues, de réanimateurs, de tout. Je veux simplement dire par là qu'il nous faut décentraliser l'offre de formation, qu'il faut démultiplier les sites de formation. C'est seulement en ce moment-là que nous aurons suffisamment de spécialistes pour pouvoir faire en sorte que les différentes zones du pays puissent bénéficier des spécialités. Professeur Daouda Ndiaye, d'abord votre commentaire, même un petit commentaire sur une initiative comme la CMU, avant de parler aussi de votre centre d'intérêt, la lutte contre le paludisme. J'ai vu une vidéo que nous n'avons pas l'occasion de voir malheureusement dans cette émission où on dit qu'il y a une plante qui s'appelle Artemisia qui serait plus efficace que l'Ariam. Voilà, votre commentaire. D'abord, sur la CMU. Sur la CMU, moi je pense que quelqu'un l'a dit, il faut qu'on sache ce que le ministère de la Santé parfois veut. Parce que très souvent, nous ne sommes pas impliqués dans le choix des stratégies au niveau universitaire. Et parfois également, nous avons cette relation que nous avons avec les partenaires internationaux en termes de consultance, en termes de conseils. Et aujourd'hui, malheureusement, j'allais dire heureusement, la CMU est une excellente stratégie. Mais nous avons beaucoup de problèmes parce qu'on voit maintenant même l'endettement qui s'écoule sur le dos des hôpitaux par rapport à ces non-recouvrements depuis quelques mois, malheureusement. Alors que c'est une excellente initiative qui pourrait aider, comme le Obamacare. Pour moi, ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. En Algérie, si vous allez en Algérie que j'ai visité il y a 2 mois, la santé elle est gratuite pour tout le monde, pour tous les citoyens. Et qu'aujourd'hui, au Sénégal, on essaie de s'arc-bouter pour le moment pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Et il y a un problème parce que si on voit les maladies tropicales négligées ou bien les maladies endémiques, si on prend le cas du paludisme, VIH, SIDA, tuberculose, ce sont des maladies qui sont censées être prises en charge gratuitement. Donc, est-ce que la CMU va prendre ça en charge, oui ou non? Moi, je ne sais pas. Mais normalement, ça ne doit pas être relevé parce que les partenaires sont là pour appuyer le pays par rapport à ça. Cet argent, cette partie de ce budget de CMU pouvait servir à autre chose, à gérer des urgences par exemple, éventuellement. Parce que la réalité également est que si vous allez dans les hôpitaux, très souvent, malheureusement, même pour un hôpital de type 3, je sais que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Il y a même des problèmes réactifs. Il est difficile de prendre en charge un malade dans un hôpital si le service d'aide au diagnostic ne fonctionne pas. J'ai parlé de la radiologie, j'ai parlé du laboratoire. Parce qu'effectivement, il y a un problème d'orientation budgétaire par rapport à tout ce qui est fait. Donc tout ceci veut dire quoi? C'est-à-dire que, et je reviens sur ce que j'ai dit au départ, il faut qu'on s'assoie sur une table et discuter par rapport à beaucoup de choses. Les hôpitaux sont disponibles. La formation également, quand moi on me dit qu'on veut former des spécialistes, j'applaudis les deux mains. Mais d'une part, il n'y a pas d'accompagnement. Moi, je suis en train d'avoir des partenaires qui sont prêts à investir pour le Sénégal. À l'université même, où on est en train de construire un laboratoire, un centre de formation et de recherche pour les maladies de pointe, basé sur la génétique qui est aujourd'hui transversale. Je n'ai pas encore vu le ministère de la Santé dire un mot par rapport à ça. Alors que ces personnes qui seront formées sortiront pour aider les systèmes de santé au niveau du pays. Ça, c'est par rapport à la CMU. Sur le paludisme, je sais qu'il y a le test Illumigène Malaria que vous avez découvert. Oui. Mais parallèlement, il y a cette question qui agite un peu le monde. On dit qu'il y a une plante qui est testée depuis 2000 ans par la Chine, qui s'appelle Artemisia, qui serait plus efficace que l'Ariam, par exemple.
mais qui est rejeté parce que simplement il y a le lobby des industries pharmaceutiques. Réellement, je ne suis pas en phase avec ce qui a été dit parce qu'en fait, cette plante existe depuis plusieurs années et c'est à l'origine de cette plante qu'on appelle le Kingauzu, Artemisia annua, qui est extraite de l'artémisinine. Et cette artémisinine-là qui est utilisée dans le cadre des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, dans le traitement du paludisme, de l'accès simple. Mais ce que l'Organisation mondiale de la santé ne veut pas. Et c'est réellement à cause de ça que cette histoire n'est pas reconnue. En tout cas, cette plante, ce produit, on évite la monothérapie. Et l'extraction de ce produit, de cette plante-là, va créer un produit sous forme de monothérapie. Et les problèmes de monothérapie, on les comprend, ils sont à l'origine des résistances. Donc, comme ils sont à l'origine, personne ne doit les utiliser. Ce qui fait que personne ne verra, en tout cas quelque chose par rapport à ce produit, parce que ça ne répond pas aux normes. C'est vraiment lié à ça, parce que nous avons beaucoup de problèmes par rapport aux médicaments, malheureusement, en Afrique, comme au Sénégal, des problèmes de résistance. Et aujourd'hui, on parle de trithérapie, quand on parle d'extrait de plantes en monothérapie, pose problème sur lesquels, en tout cas, l'Organisation mondiale de la santé n'acceptera pas. C'est pour quand l'éradication du paludisme définitivement au Sénégal? Ça également nécessite une discussion. Je sais qu'aujourd'hui, aux yeux pour l'Organisation mondiale de la santé, le programme national de lutte contre le paludisme est inscrit pour l'élimination en 2030. Et je l'ai dit, je l'ai répété, on se tromperait si on pense que l'élimination relèverait uniquement du domaine du ministère de la Santé. Parce que le paludisme est un secteur en fait, où il y a plusieurs déterminants. Si on n'inclut pas le ministère de l'Environnement, parce qu'en réalité, toute la chaîne de transmission, elle est environnementale réellement. Le préventif. Le préventif. Si on ne met pas en œuvre les finances, parce que la réalité aujourd'hui, Mahmoud, est que toutes les finances par rapport à la lutte contre le paludisme, les 3/4 sont, en tout cas, sont sous la gestion des étrangers, en fait, sont gérés par les étrangers. La part de l'État est faible. Donc, tant que l'État, comme disait tout à l'heure mon grand frère, qu'il existerait une autorité en termes de lutte aujourd'hui pour l'élimination. Parce que Mahmoud, l'argent qu'on injecte dans le paludisme aujourd'hui, je vous assure, pouvait aider à régler tous les problèmes de santé au Sénégal. Oui, et l'éradication pour vous, c'est possible en 2030? Élimination. Oui, parce que l'élimination en 2030, oui. Si, et seulement si, l'État s'engage. Très bien. Professeur Mamadou Diop, je vais vous introduire en regardant d'abord le dernier sujet de notre émission. C'est un reportage sur le cancer avec cette dame que notre reporter a rencontrée qui investit beaucoup d'argent. Elle a même sollicité un prêt bancaire de 2 millions, mais ce n'est pas suffisant. Le cancer, spécialiste et malade, plaide pour une subvention du traitement. Regardez ce reportage d'Aminata Mbaresso et Lamine Diagne. Difficile de parler du cancer au Sénégal. Les rares personnes qui acceptent de témoigner, elles le font à visage couvert. Cette patiente en face de nous souffre du cancer du sein. 2014, l'année où l'on a détecté la maladie. Je suis sous traitement depuis 2014. Depuis 2014, donc ça fait 3 ans maintenant. Et c'est très lourd comme dépense financière. C'est très lourd comme dépense financière. Parce qu'en plus des séances de chimio, tu dois acheter d'autres médicaments, des médicaments qui coûtent très cher aussi. En plus, avant chaque séance de chimio, tu dois faire des analyses. Après 3 séances de chimio, tu dois faire un bilan complet. Scanner, à l'hôpital de Dantec, c'est taxé à 80 000. À l'hôpital de Grand Yoff, c'est 100 000 francs pour le scanner. Il y a des médicaments à acheter pour le scanner, ça te revient à 20 et quelques mille. En plus des analyses qui te reviennent à presque 30 000 pour un bilan. Après diagnostic, cette dame, enseignante à son état, a dû faire un prêt bancaire de 2 millions de francs CFA pour supporter une partie de son traitement. On m'avait demandé de faire des séances de chimio, 6 séances, que j'avais moi-même prises en charge. Mais après, il y a eu encore des complications. Il fallait encore faire d'autres séances, 6 séances encore. Avant de venir à la LISCA, j'ai eu à faire un prêt bancaire que je paye jusqu'à maintenant. Donc ensuite, je ne pouvais plus prendre un autre prêt. Donc c'est pourquoi je me suis tournée vers la LISCA. Docteur Fatma Genoun est directrice de la LISCA, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Dans ses locaux, elle reçoit des patientes souffrant de différents types de cancers. Sur les 8000 nouveaux cas de cancer chez l'adulte,
il y a environ 1500 nouveaux cas de cancer du sein et environ 1200 nouveaux cas de cancer du col. Les cancers gynécologiques sont les premiers cancers au Sénégal. Un fait déplorable pour le docteur, le fait que la plupart des patientes arrivent à un état très avancé de la maladie. Environ 75% de ces cas arrivent à des stades tardifs et où on ne peut que les accompagner vers la mort, malheureusement. Dans l'entendement des Sénégalais, dans l'imaginaire sénégalais, cancer égale mort. Donc ce qui fait que même si tu as des parents qui ont les moyens de t'aider, beaucoup d'entre eux refusent de t'aider. Parce qu'ils se disent que ces moyens-là, cet argent-là, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Pour la prise en charge de la maladie, c'est difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que, comme on le dit souvent, c'est une maladie onéreuse, c'est une maladie coûteuse. Il n'y a que 20% de la population qui bénéficie d'une prise en charge médicale. Et donc, nous sommes plus de 14 millions. Les 80%, il faut faire le calcul rapidement pour savoir que les 80% de la population sénégalaise ne bénéficient pas d'une prise en charge. Docteur Fatma Ganou appelle les malades à se présenter très tôt auprès des structures hospitalières. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui, vu très tôt, guérit et la femme, elle peut survivre pendant des années. Tandis que le cancer du col aussi, du sein, vu tôt, guérit, on peut la soigner, même sans amputation du sein. Donc, c'est pour ça que la LISCA fait la promotion de la mammographie pendant toute la campagne d'Octobre Rose. Les autorités devraient penser à surtout réduire le coût des médicaments. Le coût des médicaments, ça coûte cher. Des efforts ont été faits. Parce que quand on achète les médicaments à l'hôpital de Dantec et quand on les achète au niveau de la pharmacie, à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même prix. Des efforts ont été faits, mais il reste encore des efforts à faire parce que quand même, le pouvoir d'achat du Sénégalais lambda n'est pas élevé. Un fait souvent difficile du fait de la perception que les Sénégalais ont du cancer, mais l'espoir est tout de même permis pour ces milliers de dames qui souffrent en silence. Le jour même du tournage de ce reportage, la nouvelle radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec était en train d'être installée. Professeur, vous confirmez l'installation de l'appareil? L'accélérateur est installé avec tout ce que ça comporte comme équipement annexe, le scanner pour la dosimétrie, la curithérapie. Donc tout est en place. Et ça va être fonctionnel quand? Je pense que dans les 2 mois qui viennent, en principe. Janvier, février. Oui, je pense. Je ne veux pas donner de date, puisqu'il y a il y a toute une réhabilitation des salles de consultation. Il y a un nouveau bâtiment qui est construit, qui va recevoir les salles de cours, les bureaux. Il y a toute une réorganisation qui est faite. Mais là, puisque l'accélérateur est installé, il doit être testé, il doit être réceptionné. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire avant de valider pour qu'il soit fonctionnel pour les malades. Dalal Diam, vous confirmez ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Très, très bien. On va prendre les dernières interventions pour vraiment terminer cette émission parce qu'on a même débordé sur le temps qui était prévu. Oui. Je vous remercie, M. Kane, de nous avoir invités. Et j'ai suivi tout ce qui s'était dit. Je pense que la problématique de la santé des Sénégalais a été disséquée et qu'il faut trouver maintenant la solution idoine. Parce qu'on a tout dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire urgemment. En ce qui concerne les malades du cancer, moi je pense que jusqu'à aujourd'hui, la couverture maladie universelle ne prend pas en charge les malades du cancer. Et que quand on est démuni, on n'a pas de prise en charge, c'est un problème, c'est un grand combat. Et que dans nos pays, il y a des pays limitrophes où un malade du cancer est pris gratuitement et soigné gratuitement. Il y a la Mauritanie, il y a le Mali, il y a actuellement le Côte d'Ivoire. Il faudrait que les économistes de la santé puissent réfléchir comment trouver la bonne solution
pour que les Sénégalais atteints de cancer puissent se soigner gratuitement. Merci. Les étudiants derrière, on termine par vous. Merci, M. Khan. Oui. Permettez-moi rapidement de remercier mes maîtres qui sont ici présents, remercier l'assistance et mes camarades étudiants qui nous regardent à ce moment. Oui. Donc, Saint-Baïsen étudiant en 7e année de médecine. Mais dans tout ça, je pense que le diagnostic est multifactoriel, comme on le dit en médecine. Mais que pensent les étudiants en médecine dans ce système de santé? Nous, apprenants, étudiants à la fac, qui ne sommes pas dans le système comme praticiens, mais qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, mon souci, étudiant en 7e année, c'est que d'ici 2 ans, quand j'aurai soutenu mon doctorat de médecine, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aurai une bourse pour se spécialiser? J'ai pas des millions pour payer ma spécialisation. Je veux être un cardiologue comme le professeur Khan. Est-ce que l'État est prêt à me donner les moyens pour se spécialiser et maintenant peut-être aussi rembourser à l'État ultérieurement? Est-ce qu'il y a ça? That is the question. Un autre problème, je suis un étudiant en 7e année de médecine. J'ai pris des cours à la fac, j'ai validé tous mes modules. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma formation, il me reste à peu près 16 semestres à faire dans les hôpitaux obligatoires? Je vis dans quelles conditions? Mes camarades qui ont fait autre chose, aujourd'hui, soutiennent leurs parents. Moi, chaque matin, je dois demander à mes parents encore, avec l'âge que j'ai, de l'argent pour aller à l'hôpital, pour se former. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère a pensé à ces étudiants en fin de cycle qui vivent des situations très difficiles? Il faut le dire aujourd'hui, ici, je pense que c'est l'occasion. Nous pensons que les étudiants en 7e et 8e année vivent un calvaire. Ils font des gardes. Ils passent les week-ends dans les hôpitaux gratuitement. C'est vrai, c'est de la formation, mais il faut y remédier, il faut améliorer leurs conditions. Il y a d'autres moyens, je pense qu'on n'a pas le temps de développer et d'entrer dans ces détails. Oui. Et merci. On va considérer que vous avez parlé au nom de tous vos camarades. On termine, professeur, sur d'abord le cancer qui vient être... Oui, je pense que, à la suite de ce que Dr Fatma Guenoune a dit, je voulais quand même apprécier ce qu'a dit le professeur Abdoul Khan sur l'unité fonctionnelle du district sanitaire et que c'est important qu'il y ait des bourses de spécialisation pour combler le gap. Sinon, il nous faut des décennies pour avoir les spécialistes qu'il faut. Mais il faut à tous les niveaux, encore une fois, de la pyramide sanitaire, au niveau des infirmières, au niveau des sages-femmes, faire la formation adéquate. Je prends l'exemple du cancer du col. Voilà un cancer que nous pouvons éradiquer. Voilà un cancer qui présente des lésions précancéreuses pendant 15 ans. Voilà un cancer où cette lésion précancéreuse, on peut former les sages-femmes à les détecter et à les traiter. Nous le faisons. Moi, je ne fais pas partie, je ne sais pas, des demi-dieux. Je vais au niveau des districts sanitaires les plus reculés de ce pays-là. Nous formons avec nos propres moyens, nous trouvons l'aide, bien sûr. Il y a un département de fundraising qui est très très puissant au niveau de la Ligue, avec l'aide des entreprises, etc. Former les sages-femmes de l'ensemble du district sanitaire à la détection des lésions précancéreuses et à la cryothérapie. Et on trouve le moyen de mettre à la disposition de ce district sanitaire cet appareil de cryothérapie. Si on en fait autant dans les autres spécialités, je pense qu'on va essayer quand même de juguler ces maladies chroniques qui aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a une transition épidémiologique. On ne peut pas tout le temps vivre de fonds mondiaux sur le paludisme, sur le sida et la tuberculose. Je pense que les maladies non transmissibles aujourd'hui ont une plus lourde mortalité au niveau des adultes. Et je pense que voilà des programmes qu'il faut essayer de mettre en place où on peut former le personnel paramédical. Là où ils sont, ils peuvent faire des choses extrêmement importantes. Ça empêchera, comme on l'a dit, le problème qu'on a, c'est que les malades viennent à des stades très avancés au niveau de nos hôpitaux. Et en ce moment-là, la mortalité est très très élevée. Partout où on peut aller dans le monde, un cancer qui est très avancé, on ne peut pas le guérir. Sur tout ce que vous avez entendu. Sur tout ce que j'ai entendu, j'ai compris que l'hôpital avait de gros problèmes
Et la représentante du privé que je suis n'a pas eu beaucoup de possibilités de s'exprimer parce que l'ampleur des problèmes de l'hôpital dépasse largement les petits problèmes dont on peut se plaindre dans le privé. Mais je voudrais seulement informer qu'il y a une alliance du secteur privé de la santé qui s'est créée et qui propose un partenariat public-privé pour participer à l'amélioration de notre système de santé. Donc nous avons signé une convention de partenariat avec le ministère de la Santé en mai 2016 et nous espérons que ce partenariat prendra corps pour participer à l'amélioration. Merci. Il me reste 3 petites préoccupations. C'est vraiment 5-10 secondes pour y répondre. D'abord, professeur Kane, la médecine traditionnelle, cela vous inspire quoi? Je suis de la médecine conventionnelle. J'ai assisté au débat actuel, mais ma conviction, c'est que le projet de loi qui a été proposé mérite un meilleur sort puisque j'ai eu l'occasion de le lire. Et ça se résume en une seule chose. Il faut organiser la médecine traditionnelle, il faut mettre des garde-fous. Il ne faut pas l'interdire. On ne peut pas l'interdire. Il faut simplement redéfinir le concept. J'ai beaucoup changé d'opinion depuis que j'ai compris l'enjeu. Il n'est pas possible de dire à un Sénégalais, ni même à un Américain d'ailleurs, de ne pas recourir à cette médecine dite traditionnelle. Vous avez parlé tout à l'heure de la médecine, d'une partie de la médecine chinoise. Oui. Il se trouve que, et quand on lira à tête reposée ce document et ce qu'en dit l'OMS, on comprendra que nous, de la médecine dite conventionnelle, nous avons intérêt à être plus ouverts, à participer au débat. Et je crois que l'enjeu est tout simple. Il nous faut encadrer tout ce que nous faisons. Il faut évaluer nos pratiques professionnelles. Ceci est particulièrement vrai pour la médecine dite traditionnelle, mais ça l'est vrai aussi pour la médecine conventionnelle. Professeur Ndiaye, les évacuations sanitaires à l'étranger, un luxe ou une nécessité par rapport à notre système de santé? Si vous me permettez une seconde de rebondir sur la médecine traditionnelle. C'est important à mon avis. Cependant, il faut des normes. Parce que la plupart des produits qu'ils utilisent sont des produits chimiques. Et comme un médicament, c'est dans la définition, un médicament utilisé selon des normes est un médicament parce qu'il y a un principe. Hors norme, il devient un poison. Et la plupart du temps, malheureusement, il y a un problème de dosage. Il faut normer. Évacuation sanitaire, il y a des choses qui peuvent être réglées effectivement au niveau du pays. D'autres ne peuvent pas l'être parce que malheureusement, le plateau technique ici. Et c'est là où malheureusement, ça fait mal. Parce que la plupart des spécialistes à qui on réfère ces malades ont été formés à Dakar. Il vous reste juste en fait le plateau technique, comme vous dites. Voilà. Professeur, la problématique des médicaments de la rue. Moi, je pense que les médicaments de la rue, il faut les interdire. Il faut les interdire, il faut y mettre les moyens de police et voir comment les éradiquer, quoi. Je pense que le directeur de la pharmacie et du médicament en a parlé beaucoup ces temps-ci, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de répression. Moi, c'est cette impression-là que j'ai. Quand on dit qu'on a évacué un endroit connu depuis toujours où on vend des médicaments, et qu'après on se retrouve quelques mois ou quelques années après que ça a repris, je pense que la répression n'est pas suffisante à l'image des dégâts que peuvent avoir ces médicaments-là. Rakhaye Thiam, qu'est-ce que ça vous fait de voir une femme avec tout le développement de la médecine aujourd'hui, dans votre domaine plus précisément, de voir une femme mourir en couche? C'est épouvantable. Et ça ne devrait plus arriver de nos jours. Mais je voudrais rebondir ce qu'il a dit sur les problèmes d'évacuation sanitaire en disant que c'est uniquement un problème de plateau technique. Non, ce n'est pas un problème seulement de plateau technique. On a beau avoir un plateau technique performant, opérer une personne de l'opération la plus compliquée possible. Si l'hygiène est défectueuse dans cet hôpital et que la surveillance du malade n'est pas faite correctement, il va mourir de son infection nosocomiale et il aurait bien fait de partir parce qu'ailleurs, c'est réglé ces problèmes. C'est la fin de cette émission Les Affaires de la Cité. Je comprends la frustration du public qui aurait voulu avoir davantage de paroles. C'est parce que le temps qui nous était imparti était relativement court et qu'on avait 4 grands médecins qu'on n'a pas la chance d'avoir tous les jours aussi autour de ce plateau.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois où on sera, Inch'Allah, en 2018. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Au revoir, à bientôt.